Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL, troisième épisode de la saison en ce jeudi 16 décembre. Dernier épisode d'ailleurs avant le temps des fêtes. On a une émission chargée encore une fois pour vous ce soir. Évidemment, on va parler des joueurs suisses en NHL parce qu'il y en a deux qui ont connu leur baptême de feu en NHL cette semaine. On va également parler évidemment de l'actualité de la NHL parce qu'il y en a eu beaucoup dans les derniers jours. Et également, on va parler des deux meilleurs joueurs de la Ligue, Leon Draisaitl et Connor McDavid, en plus de faire un petit crush sur les Oilers d'Edmonton avec comme invité Gaétan Haas pour cette partie. Non, je ne serai pas tout seul pour l'émission de ce soir, alors que là, vous êtes quelques-uns arrivés en direct sur l'émission. On vous salue d'ailleurs, il y a Enrique là, qui est très content de nous retrouver. Le plaisir est partagé. Pour la prochaine heure, je serai ce soir avec l'entraîneur du HC Sierre et également consultant à MySports pour la NHL, Danny Gélina. Oui, bonsoir Jonathan. Salut Danny, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien. Écoute, très content de te retrouver sur Overtime NHL, une première pour toi et certainement pas la dernière. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de plaisir à commenter un match de NHL avec toi il y a quelques semaines de cela et un match qui avait été grandement apprécié, un très bon match d'ailleurs qu'on avait pu vivre ensemble. Donc, Danny, évidemment, on va parler des Suisses en NHL. On commence toujours en parlant des Suisses. Et là, il y a deux faits d'armes qui sont arrivés dans les dernières semaines, plutôt cette semaine. Deux premiers matchs. Le premier, celui d'Akira Schmid, le gardien de but avec les Devils du New Jersey. C'est un gardien, évidemment, qui profite de la blessure à Jonathan Bernier, qui est habituellement le deuxième gardien du côté du New Jersey. Ça n'a pas été un premier match exceptionnel pour lui. Ils ont perdu 4-2 contre les Islanders de New York. C'est 25 arrêts, je crois, sur 29 tirs au total. Mais quand même, à 21 ans, d'avoir un call-up, un rappel comme ça en NHL, c'est assez encourageant pour un jeune homme qui, je pense, fait partie de l'avenir des Devils. Oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour lui. Surtout que le gars tout n'est pas arrivé tout seul. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a commencé quand même assez bas. Enfin, quand je dis assez bas, ça n'a pas été facile pour lui. Il n'a pas eu un long chemin très, très, très simple. Il a beaucoup, beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, c'est ce qui en ressort énormément de ses anciens coéquipiers à Sioux City, où lorsqu'il a été rappelé, tous ses anciens coéquipiers ils l'ont félicité. Alors ça dénote quand même juste un petit quelque chose de vraiment particulier chez une personne. Là, je ne parle pas du joueur de hockey, là, je parle de la personne, du personnage qu'il est. Et aujourd'hui, c'est un garçon que oui, ça n'a pas été très, très, très facile, mais c'est quand même pas une équipe non plus facile à rentrer. C'est pas toujours simple. Alors du coup, je pense que les débuts pour un gardien de but ne sont pas toujours aussi simples que ça non plus. Et il n'a que 21 ans, il faut le dire aussi, parce qu'il performe très bien en AHL. Ah ouais. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'avoir ce rappel. Ce qu'il faut expliquer, là, c'est qu'en AHL, il a 8 victoires, 2 défaites en temps supplémentaire. Dans ces 8 victoires-là, je pense que c'est un record d'équipe, là, c'est 8 victoires consécutives, une moyenne de 1,60 buts alloués, pourcentage d'arrêt à 944. C'est exceptionnel comme chiffre pour un gardien de 21 ans qui fait ses débuts dans cette ligue-là. Oui, effectivement, il y a des chiffres complètement hallucinants. Bon, il faut dire que son équipe a aussi aligné je dirais, le record aussi au niveau des matchs consécutifs, mais des victoires consécutives. Mais c'est vrai que ce garçon-là s'est construit tranquillement, pas trop vite. C'est un garçon qui a été patient, qui est passé par la NAHL, North American Hockey League. Ensuite, il n'est pas resté longtemps, mais il est monté en USHL et en tranquillement, pas trop vite, il a fait ses classes. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et c'est un garçon qui mérite le respect. Et je pense que vraiment, le rappel qu'il a eu, l'appel qu'il a reçu, c'est une petite récompense. C'est un petit sucre qui va l'aider à continuer à travailler dur parce que c'est un gars qui travaille très, très dur. Et je pense que c'est un garçon c'est pas un Merzlikins, par exemple. C'est-à-dire que c'est pas le gars qui va arriver et qui va être chaud bouillant dès l'entrée. C'est un garçon qui a besoin de temps. C'est un garçon qui a besoin de se développer dans le temps. C'est pas un garçon qui est tout feu, tout flamme dès le premier puck. Mais je suis persuadé que ce garçon-là a un très, très bel avenir. Il faut quand même pas oublier que c'est un beau bonhomme. 1,95 m, 93 kilos. Mais il prend de la place.
Moi, j'en ferai un défenseur, hein. T'inquiète pas. Hein. Il doit être assez imposant dans la cage. Il ne faut pas oublier, si je fais juste un petit parallèle qui n'a rien à voir, Vasilevski, lorsqu'il a été rappelé à ses débuts en NHL, rien n'a été simple. Rien n'a été simple. Il faut du temps. Un gardien de but, c'est pas comme un attaquant. Un gardien de but, ça prend beaucoup, beaucoup de maturité. Il y en a qui sont plus vite que d'autres. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce garçon-là a besoin de temps et ce garçon-là a de l'avenir. A de l'avenir, c'est certain, certain. Je trouve intéressant ton parallèle avec Vasilevski parce qu'au moment où il est arrivé avec le Lightning de Tampa Bay, il était derrière Ben Bishop. Exact. Ben Bishop qui était établi comme premier, un gardien format géant. Oui. Et on a voulu être très patient avec Vasilevski, même si on le voyait déjà comme le futur gardien de l'organisation. Au New Jersey, on a Mackenzie Blackwood comme premier gardien. Là, on a un beau talent en Schmid. Et ça revient à la question d'Anthony. D'ailleurs, on remercie tout le monde qui nous a envoyé des questions tout au long de la journée, hier et aujourd'hui. Anthony demande « Schmid, étonnant de calme et de sérénité devant un filet. Mais est-il vraiment prêt pour la LNH? » Et tu dis tout de suite non. Il a 21 ans. Un gardien de but à 21 ans, c'est pas nécessairement prêt. Et d'ailleurs, ça explique peut-être le mouvement des Devils au cours des dernières heures. Oui, parce qu'ils sont allés chercher un autre gardien, John Gillis, à Saint-Louis, qui va prendre le rôle de deuxième gardien en l'absence de Jonathan Bernier. Et ça va reléguer Akira Schmid à la Ligue américaine. Ouais. Mais c'est pas une punition et c'est pas parce qu'il a mal fait. C'est... Non. C'est pas relégué. C'est pas relégué. Le mot est pas bon parce que ce qu'on veut pas, c'est que Akira Schmid perde son temps sur le banc, en guillemets, en Europe, à ouvrir la porte. Ouais. OK? On veut pas ça. On veut que le garçon continue son développement parce qu'on le sait comment il est. On a appris à le connaître. Lorsqu'on recrute un joueur, on ne recrute pas juste son talent, on recrute aussi une personne, on recrute une personnalité, une attitude, et on sait exactement comment cette personne-là évolue, et on sait qu'Akira a besoin de jouer. Il a beaucoup de confiance en lui. Il ne faut pas qu'il la perde. Il ne faut pas qu'il la perde parce qu'on va le forcer un peu en NHL. On ne veut pas le forcer. On l'a appelé, comme je l'ai dit, pour un petit peu faire un bilan de compétences, entre guillemets, sur un match. OK, go. Tu sais maintenant à quelle vitesse ça se joue la NHL par rapport à la AHL. Maintenant, il faut travailler. Et là, le garçon va retourner en AHL, va retourner voir ses coéquipiers qui l'attendent vraiment bras ouverts, parce que c'est quelqu'un qui est apprécié. Et il va continuer son développement. Et il va arriver tranquillement, pas trop vite, à son niveau quand il en aura besoin. Et il ne faut pas que la situation d'urgence de l'équipe de New Jersey prétérite le développement d'un jeune joueur parce qu'on est dans l'urgence. Et je dis que d'aller chercher Gillis aujourd'hui, voilà quelque chose de réfléchi et d'intelligent dans un développement pour le futur. Surtout que, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais il y a aussi une question de culture. Tu montes avec les Devils du New Jersey à 21 ans, tu es un gardien en apprentissage, dans une équipe en reconstruction. Une équipe qui connaît des hauts mais beaucoup de bas. Pour la confiance d'un gardien, pour le développement d'un gardien, c'est peut-être pas l'idéal. Mackenzie Blackwood est en train, de toute façon, de devenir un gardien établi en NHL. Alors, lui, de jouer les seconds violons, de jouer les réservistes dans une équipe que quand tu es devant le filet, tu sais pas à quoi t'attendre. Alors que là, il retourne en NHL avec une bonne équipe. Là, pour le développement, d'être dans une équipe gagnante, mine de rien, pour la confiance, pour tout ça, je pense que pour son développement à long terme, c'est beaucoup mieux qu'en ce moment, il se retrouve en AHL, qu'on le monte prématurément en NHL et qu'on le brûle. Oui, mais en même temps, je vais faire juste deux petites parenthèses. La première, c'est que moi, si je suis les Devils, j'ai hâte de voir Akira dans le dur. J'ai hâte de... On le souhaite jamais, bien sûr, on n'est pas stupide, mais... on aime bien voir à un certain moment donné, quand le garçon est dans le dur, comment. Parce que c'est là que ça va switcher. C'est là que les choses vont basculer. Parce que là, quand les choses vont bien, c'est comme une équipe. Hein. Une équipe, quand elle va très, très bien, l'esprit d'équipe, elle est nickel. Nickel. Alors là, tout le monde s'aime, tout le monde partira en vacances ensemble. Le coach, il est merveilleux, les joueurs, tout le monde est beau. Par contre, quand ça commence à être compliqué, puis quand c'est dans le dur, là, c'est dur, et là, c'est là qu'on voit les hommes.
Mais Là, est-ce c'est que là tu qu'on va préfères le voir dans le dur en AHL ou en NHL? Non, en AHL. En AHL. Son Ça va développement, il est arriver de en toute AHL. façon. Ça va OK? Parce que arriver, le dur. Kevin Deneen, qui est le coach à Utica, c'est quand même un gars qui a beaucoup d'expérience Ouais. là-haut. Il va être capable de temporiser les choses et de laisser le gamin, parce que pour moi, c'est encore un gamin, laisser le gamin un peu dans le dur, voir un peu comment il va s'en sortir, de ne pas le laisser trop s'affaisser pour éviter qu'il se noie, mais juste assez pour voir un peu comment il va se débattre, comment il va se battre, de quelle manière il va se battre. Hein? Est-ce qu'il va se battre la tête haute et il va aller plutôt s'entraîner puis il va y aller, ou il va avoir les deux bras style Calimero et puis qu'il va chercher toutes les excuses du monde puis il va dire ben, demain il va faire meilleur. Non, ça je pense que c'est important. Mais je voudrais juste faire un parallèle au hockey suisse hein, par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on le laisse en haut et puis on brûle toutes nos cartes? On a juste à prendre le cas de Stéphane Charlin. Mm-hmm. Ouais. On a juste à prendre le cas de Stéphane. Stéphane, c'est un excellent gardien. OK? Et je le dis haut et fort, c'est un bon jeune gardien, un bon potentiel. Il a toutes les armes, il est grand, il est gros, il est rapide, il a une très bonne attitude, c'est un bon garçon. Il a tout ce qu'il faut, le garçon. Il lui faut du temps. Du temps et du temps de jeu. Du temps et du temps de jeu. Et le temps de jeu qu'il avait besoin, c'était pas du temps de jeu en haut. C'est vrai que c'est toujours joli de jouer devant 17 000 personnes à Berne. Oui, c'est cool. Mais il arrive un moment où c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ton moment va arriver. Il va arriver, mais c'est pas le moment. Et aujourd'hui, ben, on a plutôt brûlé mentalement un garçon qu'il va falloir reconstruire mentalement avant de travailler techniquement et physiquement sur la glace. C'est beaucoup plus long, hein, je vous le dis. Hein. Beaucoup plus long. J'aime beaucoup, beaucoup le parallèle. C'est vrai que le parallèle se fait très bien. Et ben, éventuellement, John Gillis, quand Jonathan Bernier va revenir, il va s'en aller en AHL. Mais il a de l'expérience. Peut quand même aider Akira Schmid dans son développement quand même. On verra rendu là, mais quoi qu'il en soit, quand même une belle première. C'est une belle tape dans le dos, j'ai l'impression. Un beau... ben écoute, félicitations pour ce que tu fais en bas. On te voit on voit un avenir avec toi. On t'a vu. On t'a vu. Puis, évidemment, ben, ici, ça fait beaucoup parler, mais félicitations à Akira Schmid. Il y a eu une autre première, Danny, hier, cette nuit, en fait. On va l'appeler J.J. Moser parce que c'est comme ça qu'il l'appelle en Amérique du Nord. C'est comme ça qu'il l'appelle. pour ceux qui ont regardé le match, les commentateurs là-bas, évidemment, qui l'appellent J.J. Moser pour Yanis Jérôme Moser. Un premier match pour lui en NHL. Évidemment, lui aussi profite des blessés en défense, d'une équipe qui a aucune profondeur parmi ses défenseurs. Les Coyotes qui en ont fait un choix de deuxième ronde alors qu'il avait 20 ans. Donc, clairement, ils ont vu quelque chose en Yanis Moser qu'ils ne voulaient pas laisser passer parce que pour le prendre aussitôt dans le draft, ils voyaient très haut. Ça a été un peu difficile à ses débuts, disons-le, dans la Ligue américaine, mais il s'était replacé. Et là, il avait des statistiques hyper intéressantes pour un jeune défenseur. 12 points en 18 matchs. 12 points en 18 matchs. C'est assez intéressant. Et j'ai l'impression que lui aussi, on lui a dit, ben écoute, viens en haut, une petite tape dans le dos, écoute, ton développement se passe bien, on va te montrer c'est quoi le show. Et il a été jumelé avec Anton Stralman, qui est un défenseur qui a de l'expérience. 19 minutes, tout près de 19 minutes de temps de jeu. 19 minutes, 18-50 quelque chose. Il a joué un tout petit peu en power play, mais pas beaucoup. Un tir au but, fini -1. Mais moi, j'ai regardé le match. Somme toute, il s'est bien débrouillé pour un premier match. N'a pas été flashy, mais n'a pas coûté trop de chances de marquer. Toi, comment tu l'as vu hier? Ben, écoute, j'ai vu un garçon qui est en train de découvrir tout ce qui se passe. C'est-à-dire que... Non, mais c'est souvent quand on amène un jeune comme ça, on choisit le bon moment. Le moment, ben, parfois, c'est les blessés qui font que, généralement, le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Et l'opportunité, il est arrivé. L'opportunité est arrivée à la maison. Hein? Encore mieux. Ben oui, c'est un peu... Quand on veut présenter une de ses recrues en général, puis lorsque tu es drafté en NHL en deuxième ronde, c'est pas rien non plus. Et les Coyotes n'avaient pas de choix de première ronde. Donc, techniquement, c'était leur premier choix du repêchage. Exactement. Alors, c'est pas rien non plus. Alors, du coup, tu le fais à la maison. Tu fais ton premier tour de piste à l'échauffement. Tout seul. Tout seul. Ouais, non, mais ça compte. Ouais. Attention, tu t'en souviens toute ta vie. Hein? Et du coup, ton début de match est un peu compliqué parce qu'il y a trop de choses de nouveau.
Il y a trop de choses de nouveau. Les gars, ils te boostent. Les gars, ils sont là. Alors, j'ai vu un gars, tranquillement, pas trop vite, prendre un petit peu plus d'assurance au fil du temps. Et c'est quand même pas facile. Hein. Je veux dire, que tu l'as dit tout à l'heure, il y a des très bonnes statistiques en AHL. Mais c'est un garçon qui a fallu qu'il redécouvre tout, c'est-à-dire la grandeur de la glace. C'est pas le même jeu pour un défenseur. Un jeu plus physique. Surtout en AHL, c'est très physique. Oui, parce que là, les gars, ils veulent marquer leur territoire, puis ils veulent montrer qu'ils sont capables d'apporter. Puis souvent, chez un jeune joueur, la première chose qu'on demande, c'est de l'intensité. C'est la première chose qu'on demande, c'est amène ta jeunesse, amène ton insouciance, amène ton intensité. Alors du coup, ils se font pas prier pour le faire. Alors je dirais que aussi, c'est une belle entrée, même s'il n'a pas été flashy, sexy. C'est pas ce qu'on demande à un défenseur, parce que le défenseur, ça le dit, hein, je défends. Hein? J'aide mon gardien, je défends. Ensuite, on sait que le jeu d'un défenseur, le défenseur moderne a beaucoup changé, mais on sait que J.J. Moser a les mains, a les pieds, a la tête pour amener du jeu offensif. Mais avoir l'intelligence de le faire quand ça va être le temps, c'est encore mieux. Et je pense qu'il l'a eu. Il n'a pas voulu en faire trop. Il n'a pas voulu surjouer. Il n'a pas voulu jouer en français, je ne sais plus comment on dit ça, mais il n'a pas voulu jouer au cocky, c'est-à-dire de prendre tout le monde de haut en disant attention, j'arrive. Alors, je pense que ce garçon-là est assez intelligent pour savoir que c'était pas le match et c'était pas le moment et c'est pas ce qu'on lui a demandé hier. C'est pas ce qu'on lui a demandé. Hein? Alors, du coup, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Et aujourd'hui, il a fait un bilan de compétences aussi, c'est-à-dire que je pense qu'à la fin du match, il s'est assis avec son entraîneur des défenseurs. Puis je pense que s'ils font une analyse bien profonde, ben, il repart avec un sac à dos bien plein. Si jamais il le renvoie ou il retourne, il va repartir avec un sac à dos bien plein et il va savoir exactement dans quelle direction continuer à travailler. On a beaucoup parlé de développement avec Akira Schmid. Le développement d'Yanis Moser, pour toi, est-ce qu'il se passe avec les Coyotes de l'Arizona? Parce que là, ils ont clairement besoin en défense ou tu le vois plus dans la AHL? C'est un peu différent parce que, bon, les Coyotes, c'est pas une équipe qui va faire probablement les playoffs. Ça serait compliqué. OK. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il serait intéressant qu'il puisse aligner plusieurs matchs d'affilée pour stabiliser sa confiance déjà et avoir une réelle vision de jusqu'où il peut aller, où il en est. Mais moi, personnellement, un défenseur jeune, avec les capacités et l'intelligence qu'il a, parce que c'est un garçon intelligent, je pense que le garçon est capable de faire quelque chose de très intéressant cette année, sans pourtant dire que c'est un joueur à 100% NHL cette année. Je pense que cette année, il doit payer fort pour voir, parce que l'année prochaine, ça va être un défenseur à 100% pour les Coyotes. Ça va être hyper intéressant à suivre. Là, j'ai l'impression qu'il va justement avoir une belle audition. Et ce sera important après, j'espère du moins, qu'André Tourini, l'entraîneur des Coyotes de l'Arizona, s'il est renvoyé dans les mineurs, va peut-être s'asseoir avec lui pour lui dire, ben écoute, il y a ça qu'on a noté, que va le travailler en bas, développe-toi sur ces aspects-là, puis quand tu vas remonter, tu vas être encore plus près d'être à temps plein en NHL. Moi, j'espère qu'il va y avoir cette communication. Je pense qu'un coach Tourini, c'est surtout qu'il a travaillé beaucoup avec les jeunes. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Il connaît ça, il connaît ces âges-là, il sait comment leur parler à cette tranche d'âge-là. Et puis, juste pour parler comme Roussel, par exemple, qui est aussi au Coyote, c'est un gars qui parle français, il ne parle pas suisse-allemand, ça c'est clair. Il parle français, il est capable de parler avec. Et Antoine, pour le connaître, bon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, bien sûr, mais pour le connaître personnellement, je sais quel genre de personnage il est. Et ça peut être une sacrée belle béquille, une très, très bonne béquille pour un garçon comme Yanis Moser pour se lancer dans la NHL et avoir quelqu'un comme tuteur ou protecteur ou un gars qui peut t'aider à conduire ta voiture qui était peut-être un petit peu plus grande que d'habitude, que ce que tu as d'habitude de conduire, quoi. Et bon, les Coyotes, c'est la pire équipe de la Ligue. C'est la pire équipe de la Ligue, mais c'est vrai ce que tu dis. Dans le vestiaire, ils ont quand même des bons vétérans, des gars qui sont sur la fin d'une carrière. Andrew Ladd, Louis Eriksson. Tu as parlé d'Antoine Roussel, qui est peut-être pas sur sa fin de carrière, mais quand même qui a un rôle un peu plus effacé, mais qui est un bon vétéran. Jay Beagle également. Je pense que le groupe de vétérans avec les jeunes qui montent, les Clayton Keller, les Yanis Moser et tout ça, je pense que
l'important pour cette équipe-là, c'était en pleine reconstruction d'avoir quand même des bons vétérans pour justement jouer les grands frères, montrer un peu le chemin d'être professionnel, parce que mine de rien, Yanis Moser a 21 ans, 20 ans, 21 ans. C'est très tôt pour déménager de continent, là tu vis tout seul, c'est la grande vie, mais peut-être qu'il vivait déjà tout seul à Bienne, là, mais tu es dans ton pays, dans ta langue. Oui, mais on a tendance à oublier quelque chose, c'est-à-dire que on est un petit peu aveuglé par les 10 joueurs qui font la NHL à 18-19 ans puis qui causent tout. Mm-hmm. Hein? Le problème, c'est qu'on parle que de ces gars-là, puis à un moment donné, on transfère ça sur tous les autres joueurs, que tous les autres joueurs devraient évoluer et se développer de la même façon. Mais c'est une erreur, et c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est que chaque joueur est développé à sa vitesse, et aujourd'hui, s'il y a 10 joueurs qui sont capables de jouer à 18 ans et d'évoluer à 18 ans, 19 ans et de dominer comme ils dominent là, c'est des joueurs d'impact, c'est des joueurs de franchise. Quand on compte le nombre de joueurs de hockey qui existent dans le monde, mais quand on a juste 10, ça ne fait pas une grosse moyenne. Alors, à 21 ans, 20-21 ans, quand tu es un défenseur, tu changes, il y a beaucoup de choses de nouveau. Puis peut-être qu'il a besoin du temps, parce qu'il il a pris du temps aussi à évoluer quand il est monté junior. C'est peut-être un gars qui a évolué une première année, deuxième année, troisième année, puis à chaque année, il a pris 10-15% d'assurance, d'habilité, de poids, de taille, enfin de tout ce qui peut comporter un joueur de hockey et un homme. Et moi, je pense que c'est un garçon. On va reparler l'année prochaine, sûr et certain, et je suis persuadé que si les Coyotes font du bon boulot avec lui cette année, l'année prochaine, c'est un top 4. Surtout qu'il est loin d'être à maturité. Pour un défenseur, non, il est hyper jeune. Non. Oui, mais attention, le hockey sur glace, c'est quand même le sport le plus, et ça a été prouvé, avec le développement le plus tardif. C'est-à-dire que ce soit technique, que ce soit physique et cognitif, c'est quand même le sport où c'est à 21-22 ans. Ça a été prouvé à l'Université de Montréal, ils l'ont sorti, ils ont fait des études sur plusieurs activités sportives. Et nous, on sélectionne à 12-13 ans. T'imagines le nombre de joueurs qu'on met à la poubelle? Mais il y a beaucoup aussi, en NHL, il y a beaucoup de discussions sur la draft, justement, qui est à 18 ans. Plusieurs aimeraient la repousser à 20 ans, justement, pour avoir une meilleure idée, le joueur peut devenir quoi, parce que c'est vraiment une loterie, puis c'est un coup de dé. On a vu beaucoup de flops et beaucoup de joueurs qui sortent en 5e ronde, qui finalement deviennent des super vedettes, simplement parce qu'à 18 ans, ils sont en apprentissage pendant 2, 3, 4, 5 ans même, avant de devenir les joueurs établis qu'ils sont en ce moment. Oui. Puis ça pourrait permettre deux choses. Ça pourrait permettre aussi aux joueurs de presque finir l'université, pour ceux qui sont à l'université, de finir leur cursus éducatif, et ce qui n'est pas négligeable. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué jusqu'à 44-45 ans. Chris Chelios, je ne me souviens plus à quel âge 46, exactement, là, 45-46 ans. Il ne faut pas oublier que lui a été drafté par Montréal. Il était à Duluth, Minnesota, l'université. Il a dit non, moi je finis mon université, j'arriverai en NHL à 23 ans. Il est arrivé à maturité psychologique, maturité physique. Il était prêt à jouer avec des hommes, contre des hommes. Puis le gars, il a joué jusqu'à 46 ans. Et tu vois, si on fait le parallèle, la NFL, donc le football américain, le repêchage se passe après l'université. Oui. Donc, les joueurs sont NFL ready. Souvent qu'on dit, ce qu'en NHL, les joueurs qui sont NHL ready à 18 ans sont très rares. Il y en a 10, il y en a pas gros, là. Je veux dire. Puis des fois, il y en a qu'on force. Oui. Puis à un moment donné, 2 ans après, on dit ouais, mais il y a du mal à performer. Oui, mais c'est parce qu'on a forcé. On a attendu 2 ans, parce qu'en NBA, c'est 20 ans. Hein? Ouais. C'est 20 ans la draft. Hein? Alors, Danny, on va maintenant parler du dernier joueur là, suisse, parce qu'on a reçu des questions, dont une de Jonathan Camponovo, Kevin Fiala. On parle souvent de son grand talent, mais chaque saison, il ne joue jamais aussi bien qu'il le devrait en termes de points, selon Jonathan. Quel est son niveau réel? C'est un sniper. Ça, j'invente rien. C'est un joueur... comment je pourrais dire ça, donc? C'est un joueur qui est enthousiaste. C'est un joueur qui enthousiaste la foule. C'est un joueur excitant, qui est capable de faire excessivement de belles choses. Mais il y a peut-être son plus gros défaut. Son plus gros défaut, c'est l'inconstance. C'est l'inconstance. Et ça, c'est pour tous les athlètes du monde, dans tous les sports du monde, c'est le plus dur
à acquérir et à entretenir, c'est la constance. Et tant qu'il ne l'aura pas, j'ai l'impression qu'il ne deviendra jamais ce qu'on espère qu'il devienne. Moi, ça me fait un peu penser à Nino Niederreiter là-dessus. Quand on l'a drafté, power forward, il a tout. Son coffre à outils est plein. Il ne lui manque absolument rien, sauf peut-être la constance qui a souvent été pointée du doigt dans son cas. J'ai l'impression que Kevin Fiala, c'est un peu là que ça joue et ça tarde à prendre son envol. Ça peut être vrai, mais le problème, si on prend Niederreiter, son problème à lui, c'est que tu as besoin d'avoir des jambes tous les soirs. Hein? Parce qu'il ne peut pas jouer qu'avec ses mains. Fiala, lui, il peut dribbler 3 joueurs sur place. Il a des mains excessivement rapides. OK? Il y en a un qui est plus gros, l'autre qui est plus petit. Mais pas Fiala, mais Niederreiter a vraiment besoin de son potentiel physique tous les soirs. Et on sait qu'à NHL, il arrive un moment où si tu n'as pas de jambes, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup. Les power forward, souvent, à part Carter, bien sûr, mais les power forward en NHL durent moins longtemps que les skill players. Parce que quand tu n'as plus tes jambes en NHL, ça devient compliqué. Tu parais mal. Ouais. Ça devient compliqué. OK? Alors, du coup, quand on regarde la totalité, aujourd'hui, le power forward, les deux, que moi, je peux dire comme ça, là, tout de suite, de tête, en power forward qui ont duré pour l'instant, c'est Carter et puis Lucic. Ouais, Jeff Carter. Mais même Milan Lucic, sa vitesse, là, c'est compliqué. Oui, mais heureusement qu'il est gros, puis heureusement qu'il est dans une équipe qui a besoin de son poids, sa taille, puis son côté policier. Son rôle a changé à Milan Lucic quand même. Complètement. Parce que le Milan Lucic de Boston versus le Milan Lucic de LA ou Calgary ou Edmonton, Edmonton, c'est pas le même. C'est pas le même du tout. Non. Pourquoi Boston l'a laissé partir? On met ça souvent sur le salary cap à chaque fois, là, sur l'échelle salariale. Mais l'échelle salariale, elle a toujours bon dos, hein, ou les agents libres. Mais à un moment donné, on sait qu'on ne peut plus en tirer grand-chose parce que le gars, il n'y a plus rien dans le gaz, il n'y a plus rien. Et puis, on sait qu'un power forward qui n'a pas de jambes ne te sert à rien. Pour en revenir à Fiala, il y a Vladi qui nous a demandé, j'ai entendu des rumeurs comme quoi Fiala serait peut-être échangé avec les Leafs de Toronto ou serait dans des rumeurs de transactions avec les Leafs de Toronto. Est-ce que ces rumeurs sont vraies ou fausses? Moi, j'ai jamais entendu ce genre de rumeurs et je pense pas personnellement que les Maple Leafs, c'est le genre de joueurs qu'ils ont besoin. Non, c'est pas... au contraire, là, ils auraient besoin plutôt de Niederreiter. Ouais. En gros, hein, si je veux mettre un parallèle... C'est-à-dire que des skill players, ils en ont assez. Ils en ont suffisamment assez et tout le monde va se marcher dessus si jamais... je dis pas que ça peut pas se faire parce qu'en NHL, tout peut arriver. C'est-à-dire que, admettons, telle équipe voudrait avoir Fiala, mais que les Wild ne veulent pas les échanger. Toronto, comme son copain, il dit « OK, moi, je te le prends, mais dans un mois, tu me le reprends hein, parce que moi, j'en veux pas. Tu vois, je veux dire, c'est une roue qui tourne, hein, c'est comme ça que ça se passe. Mais non, je ne penserais pas. Je pense que, en tout cas, ce n'est pas dans cette équipe-là qui pourrait bien évoluer parce qu'il y a trop de monde qui va prendre la glace que Fiala aurait besoin. Ouais. Et les moments, c'est-à-dire les power play, par exemple, le power play à Toronto, c'est plein. Hein? Oui. C'est même difficile de placer un défenseur en power play. Vu les attaquants qu'il y a là-bas, c'est même difficile de trouver un défenseur pour mettre un défenseur à la pointe avec eux. Hein? Ouais. Alors, je pense pas. Puis tu parles de défenseurs. Je pense que l'expérience devant le filet et les défenseurs, c'est surtout là qu'on a besoin chez les Maple Leafs. Et je pense pas que Fiala serait vraiment d'une grande aide chez les Maple Leafs. Vladi, d'ailleurs, qui est un fan des Maple Leafs, qu'on salue. D'ailleurs, Danny, maintenant, on va discuter Oilers d'Edmonton. Parce que je préparais l'émission et je me disais, bon, on peut pas passer sous le silence McDavid et Draisaitl. Ce sont les deux meilleurs joueurs depuis des années dans la NHL. La dernière fois qu'on a vu un duo aussi dominant, il y a Crosby-Malkin, sinon Datsyuk Zetterberg, mais encore là, qui est même pas au niveau. On va aller plus loin, on va s'amuser un peu, on va aller plus loin. Le mieux Yaga. Allez. À ce niveau-là, je pense que c'est les deux seuls qui ont été au niveau de Draisaitl et McDavid, qui sont dans une classe à part. Ton œil de coach, quand tu vois ces deux joueurs-là, comment expliquer... McDavid, on parle de sa vitesse. Draisaitl, lui, j'ai l'impression que c'est sa vision du jeu. Toi, comment tu vois ces deux joueurs-là? Alors, première chose, c'est vrai que c'est deux joueurs différents et ils vont à une vitesse complètement différente, les deux. OK? Draisaitl, c'est un faux long. Mais je vais revenir sur McDavid. McDavid, il fait tout simplement tout, comme tout le monde,
mais tout plus vite que tout le monde. Il a une perception du jeu, de l'espace sur la glace qui est plus grande, plus profonde, et il fait tout plus vite. C'est un garçon qui a un programme d'entraînement depuis l'âge de 8 ans. Son entraîneur technique, son skill coach, il a le même depuis qu'il a 8 ans. Okay? Et quand il retourne chez lui, il retourne travailler des bases. J'ai dit des bases, hein? Des bases. Et il travaille. Et contrairement, pour aller faire très, très vite, contrairement à tout ce qu'on peut penser, tous les exercices qu'il fait avec son entraîneur veille à ce qu'il réussisse jamais. Jamais. Parce que s'il réussit, ça veut dire que c'est trop facile pour lui. Alors du coup, tout est toujours plus dur parce qu'il doit toujours travailler plus vite pour percevoir. Et il y a la base de son travail, c'est travailler la tête, les mains et les pieds en même temps. Ce que beaucoup d'entraîneurs ont fait souvent, c'est qu'on va travailler les mains, on va travailler les pieds et on va travailler la tête. Mais eux, c'est les trois en même temps en permanence. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est ce qui fait la différence. Après, il s'est patiné comme tout le monde, il s'est shooté comme tout le monde, mais il fait tellement tout plus vite que tout le monde qu'il stresse tout le monde sur la glace. Quand tu es défenseur puis tu vois le camion arriver, tu n'es pas à l'aise, hein? Tu n'es pas bien, hein? Tu fais des nœuds dans tes patins. Alors, ça, c'est une chose. Draisaitl, je l'ai vu jouer sa dernière année junior à la Coupe Mémorial au Colisée de Québec. C'est-à-dire, c'est le dernier tournoi, dernier match qu'il y a eu au Colisée de Québec à la Coupe Mémorial. Je l'ai vu jouer là. Quand je l'ai vu jouer la première fois, je le connaissais. Je l'ai vu jouer le premier match. Ouais. J'ai dit ouais. Je l'ai regardé s'échauffer, je l'ai regardé, bien ordinaire. Puis à la fin du match, je regarde la feuille de match. Ouais, s'il n'est pas là, il n'y a rien qui se passe. Il est sur la feuille de match, pas de problème. Fait que là, j'ai dit, il faudrait peut-être que je le regarde d'une autre manière. Fait que là, j'ai changé mes lunettes, puis j'ai dit, je vais remettre d'autres lunettes parce que là, c'est pas bon ce que j'ai vu. Puis finalement, j'ai vu un joueur, c'est un faux lent. Tu as l'impression qu'il avance pas, mais il est hyper dur. Il y a une protection de la rondelle incroyable et une vision du jeu, une compréhension et une vision du jeu au-delà de la moyenne. Alors, si tu prends ça et tu rajoutes la vitesse de McDavid, tu n'as plus besoin d'un troisième à côté. Hein. Il s'ennuie, hein, il ne touche pas au puck. Alors, du coup, c'est deux joueurs exceptionnels. C'est deux joueurs de franchise. On le sait. Mais encore là, ça ne suffit pas pour gagner la Coupe Stanley. Ça, on va en revenir après l'interview que j'ai faite avec Gaétan Haas. Mais avant ça, Danny, tu les as contre toi pour un match. Oui. Évidemment, ils font partie de ton système de jeu défensif. Je pense que leurs numéros sont sur le tableau, aux deux. Oui. Mais comment tu peux défendre contre deux gars comme ça qui font les choses plus rapidement que tout le monde ou qui ont une vision de jeu hors norme? Quel système tu peux jouer contre eux? Toi, comment tu t'essayes de... Bon, c'est très, très dur parce que déjà, la première chose, c'est que si tu voudrais faire de l'ancien hockey, de la défense homme à homme avec McDavid, il ne faut pas tomber. Hein, parce que si tu tombes, tu es fini. Alors, du coup, ta défense homme à homme est compliquée. Ce qui est très, très important, c'est quand tu joues contre Edmonton, par exemple, peu importe, si tu veux te protéger de tout, il faut que tu dises à ton équipe, il faut être sur tous les pucks. Il faut être sur tous les pucks. Pour la simple et unique raison, c'est simple à dire, mais la simple raison, c'est de couper le temps et l'espace et la vitesse de l'adversaire. Alors déjà, si tu fais ça, on a déjà réglé la moitié du problème. Le deuxième, quand tu regardes McDavid, par exemple, surtout, les contre-attaques. Tu perds les pucks, une gestion de la rondelle dangereuse. Si tu n'as pas une bonne gestion de la rondelle, tu te mets en difficulté. McDavid a besoin de 2 chances pour mettre 3 goals. Hein. C'est la particularité de ces joueurs-là, c'est qu'ils sont capables de tout et de rien avec n'importe quoi. Un puck complètement insignifiant pour 90%, 99% des gens, pour lui, ça va être un puck de goal. Alors du coup, tous les détails sont importants. Et puis, quand tu as la chance de jouer à domicile, tu essaies quand même de mettre une ligne qui va être dédiée toute la soirée à ne pas faire un shoot sur le net, à pas forcément participer beaucoup au jeu offensif, mais de vraiment protéger tout ce qui est à protéger contre une équipe comme ça. Et s'il y a une glace à donner, on donne l'extérieur.
Ouais, et j'ai l'impression aussi couper la zone neutre, là, réduire le temps et l'espace en zone neutre, parce que McDavid, combien de fois on l'a vu réaliser des bijoux là, à partir de son territoire, prendre la vitesse en zone neutre, déjouer tout le monde à la ligne bleue, et c'est fait. Ben, juste sur un mauvais changement. Hein? Ouais. Juste sur un mauvais changement, Tous sur une récupération détails. de rondelle bien ordinaire en zone neutre. Il lève la tête, il voit qu'il y a 3 joueurs qui vont faire un changement et il se donne une opportunité parce qu'il sait que lui, il peut en dribbler 3 d'un coup. Il en reste que 2. Alors il dit 2. C'est mort de rire. Très intéressant, Danny. On va se diriger vers l'entrevue que j'ai faite avec Gaëtan Haas. Évidemment, parce que lui a vécu les Oilers d'Edmonton de l'intérieur. Donc, il a joué 2 saisons avec McDavid et Draisaitl. Et je voulais voir un peu de l'intérieur, quelle vision il avait de ces 2 joueurs-là. On parle également de qu'est-ce qui manque selon lui chez les Oilers pour devenir une équipe d'élite, parce que même si on a les 2 meilleurs joueurs de la Ligue, c'est toujours compliqué du côté des Oilers, année après année, particulièrement en play-off. Et après ça, j'ai parlé un petit peu là, de sa nouvelle vie, entre guillemets, ici en Suisse, lui qui effectue un retour avec le HC Bienne. On écoute ça et on revient tout de suite après. On est avec Gaëtan Haas, le centre du HC Bienne. Salut Gaëtan. Salut. Merci beaucoup de prendre quelques minutes de ton temps pour discuter avec nous NHL. Moi, je t'ai contacté parce que j'avais envie qu'on parle évidemment de 2 joueurs qui font l'actualité depuis le début de la saison en NHL. Et ce sont Connor McDavid et Leon Draisaitl, les 2 joueurs des Oilers d'Edmonton. Ils font l'actualité parce que c'est les 2 meilleurs pointeurs de la Ligue au moment où on se parle. Évidemment, l'enregistrement là, qui a été fait il y a quelques jours déjà. Les 2 joueurs ont 43 points en 24 matchs. C'est assez exceptionnel. Se dirigent vraisemblablement vers des saisons de 150 points s'ils restent en santé. Gaëtan, ces 2 joueurs-là, tu les as côtoyés pendant tes 2 années en NHL avec les Edmonton Oilers. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qu'ils font qui sont aussi dominants? Quelles sont leurs principales qualités à ces 2 gars-là? Ouais, c'est bon, c'est une réponse à laquelle j'ai déjà beaucoup dû répondre. Ouais, pour moi, ils sont juste au-dessus du lot et en plus, quand tu les mets les 2 sur le powerplay, ça devient vraiment compliqué pour l'équipe adverse, surtout que les joueurs qui sont encore avec eux sur le powerplay, ils sont très bons aussi. Donc, Connor, c'est vraiment le gars. Enfin, moi, j'ai dit, je pense qu'il a le corps, il doit être fait pour jouer hockey parce que comme il patine, comme il bouge les mains, ça va vraiment trop vite pour tout le monde. Et on l'a vu cette année, il y a déjà eu quelques goals où il en passe 4 avant d'aller encore battre le gardien. Donc, il est juste meilleur que les autres. Dès qu'il a le puck, c'est dangereux. Il sait où se placer avec Léon, il se trouve, donc il se complète bien. Je pense que Draisaitl, c'est plus un qui peut protéger le puck, qui fait les passes, mais dès qu'il reçoit son puck au backdoor pour le one-timer, c'est goal à chaque fois aussi. Donc, que dire? Pour moi, je suis arrivé là-bas en me disant, je suis un bon joueur de hockey. En Suisse, je fais partie des meilleurs et tu arrives là-bas, puis pour finir, tu vois, qui a encore un niveau au-dessus, qui est vraiment loin de nous. Mais de t'être entraîné avec ces gars-là, parce qu'évidemment, tu jouais avec eux, pas nécessairement sur le même trio, mais dans la même équipe. Mais à l'entraînement, souvent, tu devais être jumelé contre eux. Est-ce que tu apprends de jouer contre ces gars-là? T'apprends à défendre quand tu joues contre eux. Non, ce qui est clair, c'est que jouer contre eux, c'est un challenge, donc ça te pousse à être meilleur, je pense. Et oui, alors dès qu'on est en zone défensive, faut vraiment réussir à trouver le moyen d'arrêter le plus vite possible que le shift, sinon ça peut devenir très long. Et je dirais ce qu'il faut essayer contre eux, c'est de se retrouver toi en zone offensive, parce que c'est clair, c'est un endroit où ils n'ont pas envie d'être. Et des fois, un petit oubli, ils oublient un joueur ou quoi. Et c'est plus cool de jouer comme ça, ouais. Évidemment, on parle beaucoup de ces 2 joueurs-là avec ce qu'ils font sur la patinoire. Mais Connor McDavid a quand même le C de capitaine pour les Oilers d'Edmonton. Comment ils sont dans le vestiaire? Est-ce que c'est des gars qui parlent beaucoup? Est-ce que c'est des gars plus low profile?
Je pense que Connor, c'est un gars vraiment tranquille qui parle pas beaucoup, qui parle plus en conversation individuelle, je dirais. Mais après, c'est clair, quand il hausse la voix, quand il dit quelque chose dans le vestiaire, il n'y a pas un bruit et puis il y a tout le monde qui l'écoute. Et souvent, c'est des choses sensées. C'est pas souvent, mais c'est tout le temps ouais, des bonnes choses qui ressortent quand il hausse la voix. Après, je dirais que Léon, c'est un peu plus, on l'entend plus. C'est un gars qui est plus à déconner, à parler dans le vestiaire. C'est lui qui mettait la musique. Ouais. On l'entend plus que Connor. Mais ouais, aussi un super gars. Je veux dire, moi, j'ai pu parler en allemand avec, donc c'était vraiment, vraiment cool. Ça m'a aussi un peu aidé. Donc, ouais, non, des bons types, un peu profil différent, mais dans le fond, ouais, c'est aussi des gars, je veux dire, ils ont une pression qui est incroyable sur leur épaule et c'est clair que des fois, ça doit pas être facile pour eux, mais tout ce qu'ils veulent, c'est gagner, mettre leurs points et voilà, ça tire l'équipe vers le haut. Par contre, ça devient compliqué pour les lignes de dernière parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de glace pour elles, quoi. Et tu parlais que McDavid était quelqu'un qui était plus sympathique, qui parlait plus dans la vie de tous les jours, qu'avec Leon Draisaitl, tu avais pu discuter en allemand. Est-ce que c'est des gars que tu côtoyais à l'extérieur de la patinoire? Est-ce que c'est des gars qui sont dédiés 100% à hockey, comme par exemple un Sidney Crosby? C'est souvent les histoires qu'on entend que sa vie ne tourne qu'autour du hockey. Mais pour être deux joueurs générationnels comme ça, est-ce que c'est un peu leur vie ou s'ils sont capables de faire une espèce de coupure entre le hockey et entre leur vie personnelle? Ouais, alors moi je dirais que c'est des gars qui sont à fond dans le hockey. Après, je pense pendant une saison, chaque joueur est à fond dans le hockey. Personnellement, je sais que c'est la même chose. Tant qu'il y a ma saison, c'est dur de trouver du temps à côté pour voir les amis. Ouais, on est vraiment à fond dedans. Après, ouais, non, comme j'ai dit, c'est des bons gars. Après, j'ai pas fait grand-chose à côté du hockey avec eux, à part quand il y avait ouais, quand Connor organisait peut-être un souper à la maison avec tout le monde ou autre, mais individuellement, non, j'étais pas, ouais, on peut pas dire genre que t'es ami, enfin que j'étais ami et puis que je les voyais 3 fois par semaine en dehors du hockey, non, ça, c'était pas comme ça. Bon, nous, on a souvent, et les experts de hockey en Amérique du Nord pointent souvent sur certains détails qui manquent aux Oilers d'Edmonton pour devenir une équipe aspirante à la Coupe Stanley, malgré le fait qu'ils ont les deux meilleurs joueurs de la Ligue. Là, j'ai le goût d'avoir la vie intérieure parce que tu as passé les 2 dernières saisons avec les Oilers. La saison dernière, vous avez été éliminé en première ronde contre les Jets de Winnipeg. Cette saison, c'est encore un bon début, une bonne saison régulière. 16 victoires, 8 défaites jusqu'ici au moment où on se parle, 3e de leur division. Mais Gaétan, qu'est-ce que toi t'analyses de cette équipe-là? Qu'est-ce qui manquait l'année dernière pour vous amener peut-être au niveau des meilleures équipes dans la Ligue? Oui, pour moi, la réponse, elle est assez facile. Depuis que je suis arrivé, j'ai entendu, ouais, les 3-4e lignes ne marquent pas. Et ça fait maintenant quelques années qu'ils cherchent ça. Chaque année, ils changent les 3-4e lignes et chaque année, c'est la même histoire. Je veux dire, cette année, c'est la même chose. Les premières lignes marquent, les 3-4 lignes ne marquent pas. Et arrivé en play-off, et les autres équipes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font tout pour bloquer les 2 premières lignes et ensuite, elles gagnent les matchs. À mon avis, voilà, c'est dur à gérer une équipe comme ça. Quand tu as les 2 meilleurs joueurs du monde dans ton équipe, bien sûr que tu as envie de les avoir le plus souvent possible sur la glace. Le problème, c'est que ça laisse pas beaucoup de place pour les autres. Et du coup, ça fait que la 3-4e ligne marque pas, a pas vraiment grande confiance. Arrivé en play-off, c'est souvent les goals qui font la différence, c'est ce genre de ligne. Et ouais, moi, mon ressenti, c'était un peu ça, c'est que d'arriver en play-off, ouais,
tu serais censé maintenant mettre les goals importants de temps en temps parce qu'on sait que les premières lignes, elles vont se bloquer et ça n'arrivait pas. Après, voilà, je veux dire, il suffit d'une fois où ça fonctionne et où les deux, ils peuvent faire ce qu'ils font en saison pendant les playoffs et ils vont aller au bout. Ça, je pense que je me fais pas de soucis là-dessus, mais c'est vrai que tant qu'il n'y aura pas, je sais pas, je dirais un peu plus de temps de jeu pour les autres, ça va être compliqué. Il y a eu beaucoup aussi pendant plusieurs saisons, là, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi c'était une équipe qui manquait de vétérans, qui manquait de leadership, une équipe qui était laissée aux jeunes et ça faisait une ambiance qui n'était pas nécessairement gagnante, qui n'était pas nécessairement la bonne. Est-ce que pendant les 2 saisons que tu as passées là-bas, tu as eu ce sentiment-là? Est-ce que la culture de l'équipe a changé? C'est dur à dire parce que je ne sais pas avant comment c'était. Maintenant, c'est vrai que les leaders, c'est des gars qui ont 24, 25 ans. Ils sont là depuis un moment. Ça fait, oui, je sais pas, ça fait quand même un bon moment qu'ils ont ce noyau de joueurs avec les mêmes joueurs qui étaient là dès leurs 20 ans. Et il n'y a pas de miracle. Hein. Ils ont besoin d'expérience. Ils ont besoin de passer par des moments difficiles pour avoir une fois le succès. Là, en championnat, ça tourne toujours bien et ensuite, arrivé en play-off, comme j'ai dit, il y a un peu des soucis. Mais s'ils arrivent à avoir en plus justement le noyau qui a quasi signé pour du long terme, à un moment, l'expérience, elle sera là et en mettant quelques joueurs d'expérience à côté en plus, oui, comme j'ai dit, je ne me fais pas de soucis. Un jour, il y a quelque chose qui va se passer. On va revenir un peu à toi. Bon, tu as signé un long contrat avec le HC Bienne cet été. Ton aventure NHL qui, pour l'instant, semble terminée. Quel sentiment t'habite quand tu repenses à la NHL? Et est-ce qu'il y a encore une partie de toi qui y croit? Est-ce que tu penses qu'un jour, ce serait possible d'y retourner? Alors, je pense que la possibilité, elle serait peut-être là. L'envie n'est plus là. Pour moi, je suis allé, j'ai essayé. Ça s'est pas passé comme je m'y attendais. Et voilà, c'est une expérience que j'ai pris avec moi. Ça sera un chapitre de ma vie. Ça sera une fierté parce que je pourrais dire j'ai essayé et j'ai vu comme c'est. Après, comme j'ai dit, c'était compliqué dans cette équipe parce que les 2 premières lignes étaient bloquées, la 3e, 4e jouait un peu moins, voire pas. Donc, peut-être que, ouais, dans une autre équipe, peut-être il y avait une autre chance. Après, je préfère pas y penser et me dire, voilà, que j'ai vécu mon truc. Et comme j'ai dit, c'est vraiment une fierté d'avoir pu le faire. Malheureusement, ta dernière saison était à huis clos, évidemment en raison du COVID. Ça a été une saison assez compliquée. Mais est-ce que tu es capable de mettre le doigt sur ton meilleur souvenir, ton plus beau souvenir de cette aventure de 2 saisons à NHL? Le meilleur, c'est le tout, en fait. C'est vraiment d'avoir vécu cette expérience, d'être parti là-bas seul et vraiment de vivre... voilà, ce NHL, quoi. Après, il y a beaucoup de bons moments. Il y a des moments, ben oui, qui vont rester vraiment gravés. Le premier match, premier but, même dernier match, parce que je savais dans ma tête que ça pouvait être le dernier et que c'était sûrement le dernier. Et à la fin, j'ai pu partir la tête haute parce que ce match, je pense que c'était voire le meilleur match que j'ai joué en 2 saisons. Donc, c'était... ouais. Non, il n'y a pas un moment. C'était vraiment toute l'expérience qui était à retenir. Ouais. Si tu avais expliqué la différence à nos auditeurs entre la National League et la NHL pour un joueur, évidemment, on entend beaucoup parler de la petite patinoire. C'est probablement une des plus grosses différences, mais en tant que joueur, qu'est-ce que ça change exactement? Quels ajustements tu as dû faire pour arriver là-bas et est-ce qu'ils te servent encore aujourd'hui? Ouais, là-bas, déjà, c'est jouer des coudes. T'as rien qui est offert,
tout ce que tu reçois, tu l'as gagné. On t'offre rien sur un plateau. Donc, c'est un monde qui est dur. C'est vraiment un business. Je dirais en Suisse, on a plus ce côté un peu club, famille. On sait qu'on est là, 25 joueurs, et on va jouer avec ces 25 joueurs, quoi qu'il arrive. Et là-bas, voilà, tu joues mal, tu es envoyé en HL, il y en a un autre qui revient. C'est vraiment ce côté business. Après, la taille de la patinoire, bien sûr, il faut s'y habituer. Puis ça prend un moment vraiment de prendre un peu le jeu qui se joue là-bas. Surtout que moi, je veux dire, la NHS, oui, c'était un rêve et tout, mais j'ai jamais vraiment suivi plus que ça depuis la Suisse. Donc, je me rendais peut-être pas vraiment compte vraiment du style de jeu que c'était et comment ça allait se passer. Tu as parlé évidemment du rôle que tu avais là-bas, qui n'était peut-être pas ce à quoi tu t'attendais dans ton expérience. Il y en a un qui a décidé de faire le saut, qui a décidé de traverser cette saison, c'est Grégory Hoffman. Et je fais une espèce de parallèle entre vos deux situations parce qu'en Suisse, les deux, vous étiez reconnus évidemment pour vos qualités offensives, mais vous êtes les deux utilisés peut-être dans un rôle qui est différent et qui n'est pas à votre avantage. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à Greg Hoffman, s'il nous écoute aujourd'hui ou s'il tombe là-dessus, pour peut-être grandir de tout ça? Oui, Greg, j'ai pas besoin de lui donner de conseils parce qu'on s'est déjà eu vraiment beaucoup au téléphone ces derniers temps. Donc, j'ai pas besoin de lui dire encore maintenant ici, mais non, je crois qu'on sait les qualités de Greg et il a prouvé quand il jouait dans les premières lignes qu'il fait ses points, qu'il marque. Après, c'est le business qu'il veut, c'est pas facile. Moi, je l'ai dit, il faut juste qu'il continue à s'accrocher, que peut-être un jour, ça tourne. Et en fait, c'est ce qu'on parlait. Le plus dur, c'est de faire sa place. Je crois qu'après, dès qu'on a prouvé ce qu'on vaut, qu'on est capable de marquer, tu peux rester longtemps dans la ligue après parce que les entraîneurs ou les équipes croient en toi ou savent un peu le genre de stats que tu peux avoir. Donc, comme j'ai dit, j'ai assez parlé avec lui au téléphone et j'ai pas besoin encore de lui donner des conseils comme ça maintenant. Sinon, pour terminer, maintenant, tu es de retour dans ton club formateur à Bienne. Tu as les yeux maintenant tournés vers la Suisse, éventuellement vers les Jeux olympiques. Comment tu te sens? Comment s'est passé ton retour en Suisse? Est-ce que c'est un retour à la maison pour toi? Comment tu as vécu tout ça? Oui, alors le retour, il était facile parce que je connaissais vraiment tout l'environnement du club, la ville, c'est ma ville, donc je suis à la maison, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que sur la glace, c'est encore un peu compliqué, je veux dire. Après, ça avait bien commencé suite à la blessure contre Stockport, ça a été un peu compliqué physiquement. Là, je commence vraiment à avoir fait le tour, j'ai l'impression, avec tout. Et maintenant, il faudra encore juste que je trouve les réglages avec la canne pour viser un peu mieux les filets. Sinon, non, c'est un retour qui a été rendu aussi facile par l'accueil que j'ai eu, que ce soit en ville ou dans le vestiaire avec le club, quoi. Gaëtan Haas, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous. Évidemment, toute l'équipe d'Overtime NHL et de MySports te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison avec la HC Bienne. Merci beaucoup. Ciao. Voilà, merci beaucoup à Gaëtan Haas pour cet entretien hyper intéressant. C'était super intéressant d'avoir la vision du joueur dans tout ça. Moi, je reviens peut-être sur la réponse qu'il nous a dit, Danny, sur qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, selon lui, chez les Oilers d'Edmonton. Il a dit la profondeur, 3e et 4e ligne. On ne joue pas beaucoup. Quand arrivent les playoffs, les autres équipes s'occupent des deux premiers trios où sont Draisaitl et McDavid, et le 3e, 4e trio ne fournit pas assez, ne produit pas assez pour passer aux prochaines rondes. Ça, c'est son analyse. Est-ce que tu as la même? Toi, qu'est-ce qui manque chez les Oilers d'Edmonton? Parce qu'encore cette saison, c'est compliqué. C'est pas encore une équipe d'élite, même si on a les deux meilleurs joueurs de la Ligue. Bon, il a raison sur un point, c'est la profondeur. Ça, il a raison.
Par contre, la profondeur générale, pas la profondeur. Lui, il parle beaucoup de profondeur au niveau des lignes d'attaquants, Ouais. surtout du troisième, quatrième trio. Par contre, moi, je dirais plutôt la profondeur générale, c'est-à-dire que défensivement, ils ne sont pas au point. Il manque quand même cruellement de défenseurs. Gardien de but, c'est assez moyen. Alors, du coup, tu as beau mettre 6 goals tous les matchs, et des fois, ça ne suffit même pas. Alors, il faut quand même te poser des questions. C'est pas une équipe qui gagne très souvent 2-1. Ils sont quand même obligés de mettre 3-4 goals minimum par match pour gagner. Quand tu arrives en playoff, ça commence à être compliqué. Comme on est pas mal dans les parallèles, souvenez-vous qu'à un moment donné, le Lightning de Tampa Bay était ultra offensif. L'année où ils ont fini avec 17 points d'avance avec le trophée du président, c'est-à-dire à la première position de la NHL. Ils ont joué les quarts de finale contre les Blue Jackets et ils se sont pris un 4-0, merci, au revoir, puis ils sont partis jouer au golf. Il y a certains garçons, comme Kucherov par exemple, qui n'ont pas tout à fait compris ce qui s'est passé. L'année d'après, les garçons ont compris et ils ont compris qu'à un certain moment donné, quand on arrive en play-off, le hockey se joue d'une façon différente. Il faut être capable de jouer un autre jeu et toujours avoir de l'impact dans son équipe et d'être capable de gagner des matchs 2-1 et pas forcément toujours être le héros du soir à chaque fois. Ton ego, un petit peu, il faut que tu la mettes de côté. Et ce que Kucherov a compris, ce que Ovechkin a compris, a fini par comprendre, c'est-à-dire que est-ce que l'équipe, parce qu'en saison régulière, qu'est-ce qui se passe avec les Oilers d'Edmonton? L'équipe joue pour McDavid, Draisaitl. Quand tu arrives en playoff, chaque joueur doit jouer pour l'équipe. L'équipe doit arrêter de jouer pour Draisaitl, McDavid. L'équipe doit arrêter de jouer pour Ovechkin. C'est fini ça. C'est fini ça. Si tu veux gagner la Coupe Stanley, tout le monde doit être au service de l'équipe. Tout le monde. Tout le monde doit être devant le puck. Tout le monde doit être capable de faire des petits jeux qui ne paraissent pas si tu veux gagner. Et ça, aujourd'hui, les Oilers d'Edmonton ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas la capacité générale de toute l'équipe pour le faire. Deuxième point, si vous prenez le Lightning de Tampa Bay cette année, regardez leur quatrième trio. Deux ou trois jeunes qui viennent de la Ligue américaine. On les met avec Bellemare une fois de temps en temps. Si vous regardez l'alignement de certains matchs de Tampa Bay, le quatrième trio, c'est-à-dire Bellemare-Perry, joue en troisième trio. Le quatrième trio, c'est des jeunes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y a des joueurs qui sont blessés, là. Mais qui reviennent, c'est tous des joueurs qui vont prendre premier, deuxième trio. Tout le monde va descendre d'un cran. Tout le monde va descendre d'un cran. Mais pendant ce temps-là, on est en train de former le taxi squad, c'est-à-dire des jeunes qui on va avoir besoin à un certain moment donné pour faire les playoffs, et on construit un groupe. Voilà ce que Gaétan Hache, je crois, quand il parle de profondeur, il parle de ça. C'est-à-dire que le troisième, quatrième et cinquième trio doivent avoir un temps de jeu suffisant pour être capable d'assumer leur rôle. Comment on appelle ça en français? Un match-up. C'est-à-dire que quand tu arrives en playoff, tu as beaucoup d'équipes qui vont essayer de neutraliser l'affrontement du premier bloc. On va essayer de le neutraliser un petit peu. Eh bien, il faut être capable de répondre. Il faut être capable de répondre. Si tu n'as pas la réponse, on fait comment pour se battre? Là, aujourd'hui, les Oilers d'Edmonton ont une Ferrari. Hein? Ils ont un trio incroyable. Ils ont une Ferrari. Mais le problème, c'est que c'est super facile à arrêter parce que tu n'en as qu'une. Un grain de sable dans une Ferrari, elle ne fonctionne plus. Hein? Une Ferrari, dans le sable, ça ne bouge pas. Dans la neige, ça ne bouge pas. Sur la pluie, ça ne bouge pas. Par contre, une bonne voiture de rallye, ça bouge partout. Ça passe tous les obstacles. Et c'est ce que les Oilers d'Edmonton doivent construire aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment, à toutes les échelles, des joueurs capables d'apporter quelque chose. Mais quand je dis à toutes les échelles, c'est attaquant, défenseur, gardien de but. Hyper intéressant. Ça répond un peu à la question de Steve Huard, qu'on salue d'ailleurs, notre collègue de McMatch, qui demandait est-ce que leur hockey peut se transposer en play-off tant qu'ils vont rester une Ferrari. Tant qu'ils ne se mettront pas dans la boue en étant une voiture de rallye, j'ai l'impression que ça va être toujours à recommencer. Ça me fait étrangement penser aux Maple Leafs de Toronto aussi. Exactement, mais est-ce que on va dire, on va être gentil, est-ce que la claque que les Maple Leafs de Toronto ont pris la saison dernière va être suffisant pour avoir compris quel type d'ingrédients il faut pour arriver en play-off?
Hein, parce que l'apprentissage, c'est ça. Hein, il faut que les garçons apprennent, hein, les Matthews et compagnie. Et il faut apprendre individuellement et il faut apprendre collectivement. Hein. Faut pas faut que les deux soient là. Alors peut-être que les Maple Leafs ont compris. Par contre, pour répondre à la question de Steve Huard, elle est super bonne, sa question, parce que pour moi, aujourd'hui, le jeu la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que McDavid et Draisaitl, le jeu qu'ils préconisent en saison régulière, est suffisant et est-ce qu'ils ont un plan B? Est-ce qu'ils seraient capables de jouer autrement? Allez, voilà, la question, elle est comme ça. Est-ce que ces deux joueurs-là, parce qu'ils sont très bons, ils sont intelligents, hein, attention, c'est pas des abrutis, mais est-ce qu'ils ont la capacité à savoir jouer autrement tout en restant utiles et avoir un impact sur l'adversaire? Mais est-ce que ça vient pas avec la maturité, avec d'avoir des bons vétérans dans le vestiaire, avec... Est-ce qu'on leur a peut-être donné trop vite les clés du vestiaire, le C sur le maillot, puis en disant, ben écoutez, l'équipe est à vous, amenez-nous aller chercher la Coupe Stanley, alors que quand tu regardes les équipes gagnantes, là, tu regardes par exemple, on peut peut-être faire un parallèle avec les Penguins de Pittsburgh, Malkin et Crosby, quand ils étaient encore très jeunes, c'est une équipe qui était en progression, il y avait Fleury, il y avait Le Temps, évidemment, il y avait une équipe un peu mieux balancée que les Oilers d'Edmonton, mais il a fallu qu'ils aillent chercher des bons vétérans dans le vestiaire, des Bill Guérin, des Chris Kunitz, des Pascal Dupuis pour gagner. Oui, mais il ne faut quand même pas oublier qu'à un moment donné, il y avait Francis aussi au Pingouin qui était là, Kessel qui était là. Il y avait quand même quelques garçons qui étaient peut-être capables de ramener un peu tout le monde dans le droit chemin. Par contre, aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier que les Oilers d'Edmonton ont été construits assez bizarrement depuis les 10 dernières années. Ils se sont appuyés uniquement ou presque sur des choix de première ronde. Presque des premiers choix total. Oui, premier choix total. Et il n'en reste plus des masses. Hein? Non. Yakupov. Taylor Hall. Ryan Nugent-Hopkins. Connor McDavid. Ça fait quand même pas mal. Et puis finalement, ils n'ont jamais été capables de sortir la tête de l'eau. Je parle des playoffs, hein, d'accord? Ouais. Je parle pas... Si, ça peut être excitant sur certains matchs, mais c'est pas suffisant aujourd'hui pour amener la Coupe Stanley à Edmonton. Ouais. Et il y a Enrique qui dit avoir trop de stars dans une équipe, c'est pas forcément facile à gérer. La mayonnaise doit prendre dès le début. Et si ça tourne pas, c'est vite la déception et la désillusion. Il a également mentionné que le Lightning de Tampa Bay ont eu chaud les 2 dernières saisons en playoff contre les Islanders de New York. Mais ces 2 qualifications contre de l'adversité les a poussés vers la Coupe Stanley. Rien n'est acquis d'avance dans la saison régulière. C'est une chose. Dans les playoffs, c'est une autre chose. Des très bons commentaires d'Enrique. Pour terminer sur les Oilers d'Edmonton, on avait une dernière question de Kevin Bouffard qui demandait « McDavid et Draisaitl se rendent-ils meilleurs ensemble ou l'un des deux tire-t-il l'autre vers le haut? » Moi, j'ai l'impression que tu places n'importe quel des deux joueurs dans n'importe quelle autre équipe et c'est des talents exceptionnels. Je pense qu'ils performeraient. Je pense pas que les deux ont besoin de l'autre pour performer. D'ailleurs, ils sont souvent sur 2 trios différents, mais quand les Oilers ont besoin d'un vrai punch, de beaucoup d'attaques, là, on les met ensemble. Mais oui, et puis quand McDavid a été blessé, Draisaitl a continué à performer. Je pense pas que Draisaitl a besoin absolument de McDavid et vice-versa. Je pense que c'est 2 joueurs qui sont capables d'évoluer à leur niveau, à leur meilleur niveau. De là à dire qu'un pousse l'autre, ça, je pense que ça doit être quand même une sacrée source d'énergie d'avoir une compétition interne. Je pense qu'il doit y avoir une petite compétition entre les deux. Mais même moi, si je suis défenseur, si je veux m'améliorer, et si moi, dans ma tête, j'arrive à neutraliser ces joueurs-là à l'entraînement en travaillant, juste à l'entraînement, ça me donne confiance. Hein, parce que tu es capable de neutraliser probablement les meilleurs joueurs du monde. Alors, ça doit quand même élever un sacré niveau quand tu travailles avec des joueurs de ce niveau-là. Mais encore là, il faut avoir les joueurs pour être capable de... Puis il leur en manque. Et je crois que le niveau de la construction, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps pour réguler tout ça. Mais il va falloir aller vite parce qu'à un moment donné, ces joueurs-là vont s'essouffler. Et est-ce qu'ils vont rester là tout le temps? Il faut faire attention. Il y a aussi devant le filet, devant le filet, c'est mon gros point d'interrogation, parce que oui, la défense est peut-être pas à Edmonton, est peut-être pas la meilleure, manque d'expérience aussi, mais devant le filet, c'est Mikko Koskinen pour l'instant, parce qu'il est en remplacement de Mike Smith blessé.
Tu vas pas à la guerre avec des tirs roches, mais ça, c'est pas non plus des gardiens que tu peux espérer avoir une Coupe Stanley ou un long parcours en play-off. Voilà pour les Oilers d'Edmonton. Le temps file à toute allure. Déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. On va faire un petit tour de l'actualité. Je parlais des gardiens des Oilers. Il y a un gardien qui a atteint une marque assez exceptionnelle, le 3e de l'histoire à l'atteindre, et pour la 3e fois, c'est un Québécois. Marc-André Fleury qui a signé ses 500 victoires en carrière au Centre Bell sous le maillot des Blackhawks de Chicago. Danny, ça le place où dans l'histoire des meilleurs gardiens, selon toi? Bon, ça le place dans les meilleurs. Je pense qu'il fait partie du même chapeau que les Patrick Roy, les Martin Brodeur. Ça, c'est sans équivoque. Et l'histoire est encore plus belle que ça s'est fait à Montréal. Pour le bonhomme, pour le gardien, je pense que l'histoire est belle. La réaction des supporters, des fans, elle a été très, très propre. Elle a été classe. J'ai trouvé ça très, très classe. Et les joueurs du Canadien aussi, ils sont restés sur la glace à la fin, lorsqu'il a été nommé première étoile du match. Alors, à ce niveau-là, ça le place, je dirais, Hall of Fame probablement de la NHL à terme, au même titre que Martin Brodeur et puis Patrick Roy. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, c'est un gardien qui est aimé par tout le monde. Partout où il passe. C'est une très bonne personne. Il est aimé. Mais ce garçon-là, moi, ce que j'aime de ce gardien, c'est quand tu le regardes, il te donne envie de jouer au hockey. Ouais. Il rigole. Il est de bonne humeur. Il est fauché après lui. Le match hier soir, il n'est pas content après lui. Il en prend une, il en prend deux. Il se bat. Mais tu le vois dans la cage, il sourit, il est content, il est drôle. Il est capable de comprendre ce qui se passe. Il est capable de vivre le moment présent en souriant tout en restant concentré. Ce que beaucoup de coachs, parfois, on a du mal à comprendre, c'est que c'est pas parce que je souris que je suis plus concentré. Mais souvent, on pense que le gars, il est parti, et puis là, mais ce gars-là, tu le regardes, il te donne envie de jouer au hockey, il te fait plaisir. Et si tu as un petit bonhomme à côté de toi de 6 ans, de 7 ans qui regarde ça, ben, il sort de la patinoire et il dit « Papa, je veux jouer au hockey. Je veux jouer au hockey. » Parce que le gars, il te donne, c'est l'amour du hockey. Et si le gars est toujours aussi valorisant et valeureux dans sa cage à l'âge qu'il a là, c'est parce qu'il aime le hockey. Il a du plaisir. Il a du plaisir à pas être bon. Il a du plaisir à prendre des mauvais goals. Il a du plaisir à être le meilleur sur la glace. Il a du plaisir Il a du plaisir. Tout simplement, il a du plaisir. Et il est tellement humble qu'il est capable de regarder tout le monde dans le vestiaire et de dire « Celle-là, les gars, c'est de ma faute. » Et c'est ce qui fait sa force. Il y a Sébastien Stubb dans le chat qui dit « Danny Gélina a parfaitement décrit Marc-André Fleury. » Donc, il a apprécié ton analyse. Et il dit également, Vegas a vraiment foiré avec Marc-André Fleury. C'était une question de plafond salarial. Pourquoi on a décidé de s'en débarrasser? En fin de carrière également, mine de rien, la décision est discutable. Je suis parfaitement d'accord. Parce que, pour moi, Marc-André Fleury et Robin Lehner ne sont même pas dans la même classe de gardien de but. On a perdu un gardien de but. Même si Marc-André Fleury a 3 Coupes Stanley, il y en a une qui était réserviste à Matt Murray. Il y en a 2 qui étaient gardiens partants. Même si parfois dans les matchs importants, on l'a vu au Mondial Junior, on l'a vu contre le Canadien au printemps dernier, là, faire sa bourde derrière le filet. Oui, c'est arrivé que dans des matchs importants, il fasse des erreurs, comme probablement plusieurs autres gardiens, mais reste que c'est un gardien avec qui tu peux aller à la guerre, avec qui, justement, les Oilers d'Edmonton auraient besoin d'un Marc-André Fleury pour se rendre jusqu'au bout. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je comprends pas, enfin, je comprends peut-être parce que c'est le business, mais pour revenir un peu juste à Vegas, on peut toujours discuter du comment, du pourquoi. Moi, je dis toujours que c'est un peu la manière dont on fait les choses qui est important. Je pense que parfois, c'est pas toujours propre. Parfois, c'est pas toujours à la hauteur. On n'a peut-être pas trop l'habitude d'avoir des gens aussi classe que ce bonhomme-là. Puis on agit un peu comme Monsieur Tout-le-Monde. Et ça, je trouve ça, c'est très, très, très dommage. Mais juste pour faire vite un parallèle, parce qu'on a parlé d'Akira Schmid tout à l'heure. Ouais. Et je voulais pas en parler dès le début parce que je voulais pas tuer le sujet de Marc-André Fleury. Mais si vous regardez bien le début de carrière de Marc-André Fleury, les 4 premières saisons, il a fait NHL, AHL, NHL, AHL, NHL, AHL. Et c'était un first pick overall. C'était un premier choix overall.
Exactement. Alors, patience. Oui, parfaitement d'accord avec toi. Et Sébastien dit que c'est surtout le manque de communication où Vegas a foiré. Quand il apprend son transfert sur Internet, c'est vraiment bof comme manière de faire. C'est vrai que pour un homme qui a autant donné à cette équipe-là, parce que ça a été le visage de la franchise à sa première saison, de le tasser de cette façon-là, c'était un manque de classe à un gars qui a beaucoup de classe. Oui, mais c'est pas lui qu'on a visé, c'est son agent. Oui. Il y a Simon qui dit le Québec, terre de gardiens de but. C'était vrai. De moins en moins, j'ai l'impression qu'on voit des gardiens de but québécois en NHL parce que, mine de rien, les gardiens de but européens sont... Les gardiens de but finlandais, on en a vu beaucoup. Les Suédois sont très forts aussi, les Russes. Vraiment, c'est plus une chasse gardée. Il y a un gardien russe qui arrive. Là. Oui, il va être solide. Il y a Askarov aussi qu'on va pouvoir voir au championnat des M20 avec la Russie. Ce sera le gardien partant. Non, mais je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que le hockey est quand même international. Ouais. Et l'Europe a beaucoup... je pense que la NHL ne va pas le dire comme ça parce qu'elle est trop... Je pense que son ego en prend un coup. Mais son développement, elle le doit au hockey européen. Hein, d'avoir des joueurs comme McDavid sur la glace, on le doit au hockey européen. Oui. Tout simplement. Et j'ai vu une statistique passer pour terminer sur le cas Marc-André Fleury. Évidemment, là, il est derrière Martin Brodeur et Patrick Roy pour le nombre de victoires. Patrick Roy en a 551 en carrière. Martin Brodeur, 691. Les deux sont au temple de la renommée du hockey. Évidemment, Marc-André Fleury, quand il prendra sa retraite, va aller aussi au temple de la renommée du hockey. Mais c'est pour le pourcentage de victoires que j'ai trouvé intéressant. Martin Brodeur, 54,6% de victoires. Patrick Roy, 53,5% de victoire et Marc-André Fleury, 55,5% de victoire. Donc, c'est lui qui a le meilleur taux de pourcentage de victoire parmi ces trois gardiens. Évidemment, Marc-André, sa carrière se poursuit avec une équipe qui se cherche beaucoup depuis le début de la saison, même si là, on réussit à aller chercher quelques victoires dernièrement. Mais souhaitons-lui quand même une belle fin de saison. Reste à voir si ce sera avec les Blackhawks de Chicago et s'il voudra peut-être essayer ailleurs où il peut gagner une autre Coupe Stanley? Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, je crois qu'il se plaît quand même pas mal dans son rôle de chauffeur de bus d'une équipe en reconstruction. Et vous savez, lorsque vous êtes joueur et que vous embarquez sur la glace avec un gardien comme Fleury, ça vous donne une chance de gagner tous les matchs. Quand vous embarquez sur la glace à chaque soir, vous embarquez déjà avec un intérêt, on a une chance de gagner. Et quand vous êtes en reconstruction, c'est la base. Danny, maintenant, on va parler d'un sujet chaud. Un sujet qui va certainement faire parler le Canadien de Montréal. Évidemment, tout va mal à Montréal. Et dernièrement, il y a eu Jeff Petrie, après la défaite contre les Penguins de Pittsburgh, qui est sorti dans les médias. Ce qu'il faut expliquer, là, c'est contrairement à ici en Suisse, où est-ce que nous, les commentateurs, on demande certains joueurs à l'interview, c'est un joueur, sinon, on a peut-être droit à 2 joueurs parfois par club, on n'a pas accès au vestiaire directement. En NHL, c'est complètement différent. Tu as accès au vestiaire, tu vas rencontrer les joueurs tout de suite après le match. Donc, les joueurs, parfois, qui parlent sous l'émotion, sous le coup de l'émotion. Et là, c'est Jeff Petrie qui est allé d'une déclaration, je vais la lire en français, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Il a dit « Oui, c'est frustrant. Ce sont toujours les mêmes choses qui arrivent. Nous ne jouons pas en équipe. Nous nous cherchons sur la patinoire. On dirait qu'il n'y a pas de structure sur la glace. Nous croyons que tout le monde sait où se positionner, mais nous n'allons pas à ces endroits-là. Nous ne rendons pas la tâche facile pour personne sur la glace, sauf peut-être pour l'autre équipe. » Moi, ce qui me dérange dans cette citation-là, dans cette déclaration-là, c'est la structure. Parce que quand tu parles de structure, habituellement, tu parles du coach, Danny. Si toi, tu as un joueur qui... Parce que, disons-le, si Jeff Petrie a cette saison 15 buts, 20 passes en 30 matchs et qu'il vole sur la patinoire et qu'il lance ce genre de déclaration, c'est une chose. Mais Jeff Petrie a 2 passes en 26 matchs, connaît probablement sa pire saison en carrière. S'il lance ce genre de commentaires-là, comment tu gères ça dans le vestiaire? Déjà, dans un premier temps, je le gère pas très bien parce que pour moi, c'est un commentaire rempli de frustration. Et aujourd'hui, le rôle de Petrie, c'est d'ouvrir le parapluit et de régler les problèmes. En tout cas, ça sera à Montréal, tu peux pas régler les problèmes de cette façon-là parce que tu mets plus de l'huile sur du feu que le reste.
Si tu veux la tête du coach, tu ne peux pas faire mieux. Okay? Ou là, si tu veux sortir de Montréal. Aussi. Mais là, le problème, c'est que tu ne sais pas à qui tu parles. Ouais. Là, tu ne sais pas à qui tu parles. La structure n'est pas forcément bien mise en place à Montréal pour l'instant. Fait que c'est peut-être pas le bon moment pour dire, écoute, je cogne à la porte. Là. Il reste encore suffisamment de temps avant la date limite des échanges. Là, aujourd'hui, on est plutôt dans l'évaluation du produit et lequel est plus rentable pour le Canadien de Montréal est favorable à un échange qui pourrait rapporter quelque chose d'intéressant pour le Canadien de Montréal. Fait que, il y a encore un peu trop de bonheur pour s'amuser à dire je chercherai à partir. Je pense qu'il aurait été mieux de passer Noël avant, puis après ça, de mettre structure, ça dépend du coach. Ça, c'est vrai, c'est clair. Mais juste de coach à coach, il doit vivre un vrai calvaire. Ça doit être très, très dur. Il y a beaucoup de pression pour lui parce que il ne va pas finir l'année, il ne va pas passer Noël. À la fin de la saison, c'est plus lui. Qu'est-ce que Gordon veut? Qu'est-ce que le prochain GM veut? Il est un peu comme tout seul, en train de ramer. Ouais. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que les joueurs veulent le suivre? Ben, moi, j'ai l'impression aussi avec cette déclaration-là que quand même tes leaders ils vont de phrases du genre, j'ai l'impression que le message ne passe tout simplement plus ou peut-être qu'il n'a jamais passé. Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui avec Petrie. Hein? Ça fait à peu près 1 mois et demi que ça dure. Hein? Ouais. Ils ont essayé d'étouffer quand il était blessé, ils ont essayé d'étouffer l'histoire. À un moment donné, Ducharme, il dit non, j'ai des bonnes communications avec lui. Il a voulu noyer le poisson. Et puis en même temps, peut-être que c'était plus facile pour tout le monde de discuter en face dans le bureau qu'au travers des journaux à Montréal. Parce que Montréal, c'est pas en Arizona, là. Hein? Attention, hein? Ça n'a pas la même résonance. Hein? Alors du coup, là, il y a une bagarre ouverte. Et puis, finalement, on se rend compte que l'absence de Shea Weber, elle est bien plus pesante qu'on peut le penser. Ouais. Parce que je suis pas sûr que Petrie aurait fait ça avec un Shea Weber dans le vestiaire. Non, je pense pas non plus. Ça, c'est sûr. Je te dis tout de suite, c'est pas la façon dans laquelle Shea Weber aime que les choses se passent. Puis je peux te dire qu'il en impose, le monsieur. Et quand lui est capitaine, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et c'est un peu ce qui se passe à Montréal, c'est que finalement, ils sont où les leaders? Est-ce que Gallagher est assez solide pour tenir tout le monde? Je pense pas. Puis le problème à Montréal, c'est que tu as raison de dire une chose qui est importante dans tout ça, c'est que finalement, quand tu veux monter au créneau, quand tu veux essayer de dire quelque chose, sois sûr que tu es capable de te regarder en face dans le miroir et que tu sois irréprochable. Et à Montréal, il n'y a pas grand monde qui est irréprochable pour l'instant. Alors du coup, tout le monde essaye de plutôt s'occuper de lui sans s'occuper de l'autre. Puis à un moment donné, tu as un gars qui est tellement frustré de la vie que il te sort un truc hors propos. Et puis là, c'est une bombe à Montréal. Hein? C'est une bombe à Montréal. Tu as parlé de structure. La structure qui manque en ce moment dans les bureaux du Canadien. Et tu as parlé aussi de Dominique Ducharme, la situation qu'il vit en ce moment. Moi, j'ai été, dès son embauche, pour moi, c'était un coach par intérim, mais en saison régulière, n'avait vraiment pas prouvé qu'il avait sa place comme coach. En play-off, il a été mené par une équipe que les vétérans ont pris sur leurs épaules. Corey Perry, un Rick Stahl, un Shea Weber, un Carey Price. C'est eux qui ont fait une espèce de réunion après pour faire un peu le revirement contre Toronto. Pour moi, j'ai jamais été un grand fan de Dominique Ducharme. Je trouvais pas qu'il y avait nécessairement sa place. Et là, en plus, bon, il a signé parce qu'il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, évidemment. Mais là, l'homme qui lui a fait signer son contrat n'est plus là. C'est ça. Danny, quand tu amènes un nouveau DG, quand tu amènes un nouveau VP sportif, peu importe son titre, là, quand tu amènes Jeff Gorton, lui, il analyse les joueurs, mais il analyse le coaching staff aussi, il analyse les entraîneurs, puis il va vouloir mettre ses hommes en place. C'est sûr, c'est certain. Non, mais il le sait. C'est pour ça que sa place est très inconfortable. Et les joueurs, il y a certains joueurs, parce que tout le monde sait que dans une équipe, c'est divisé par tiers.
Tu as un tiers du vestiaire qui est pour toi, un tiers du vestiaire qui est contre toi et un tiers du vestiaire qui suit la vague. Ça, c'est dans tous les vestiaires du monde. Donc, tu espères que ceux qui sont pour toi parlent plus fort que ceux qui sont contre toi. Oui, mais là, a priori, il y en a plus beaucoup. Le seul qui pouvait te protéger, il n'est pas là. Je reviens sur Shea Weber, OK? Parce que, encore une fois, c'est pas comme ça dans sa façon de faire tout ça. Il n'est pas là. Alors, du coup, il n'y a personne capable d'ouvrir le parapluie à Dominique Ducharme. Et du coup, ben, le gars, il se trouve tout seul. Et sa place est très inconfortable. Parce qu'il sait, le pauvre, il le sait. Et humainement, c'est très difficile. C'est très stressant. Pour sa famille, c'est très stressant. C'est très dur à vivre. Et encore une fois, Montréal, c'est un gros marché. Alors, du coup, tu entends plein de choses, tu vois plein de choses et ça parle de toi presque 8 heures par jour. Et dans les cours d'école, ça parle aussi de la même chose et c'est très, très difficile à vivre. Pour l'instant, la seule chose qui ne se passe pas, c'est un peu ce qui s'est passé avec le coach au football américain universitaire où quand il est allé voir son fils jouer, les gens chantaient démission de virez-le. Il y a des limites à tout aussi. Hein? Ouais. Mais aujourd'hui, Dominique Ducharme vit quelque chose de très compliqué. Et personnellement, ça va être très difficile pour lui de faire tourner tout ça pour que le vestiaire éventuellement tourne en sa faveur. Parce que je suis désolé, mais Suzuki, moi je veux bien 8 millions, là, mais... Il a encore à prouver quand même. Il a encore à prouver qu'il mérite ce salaire-là. C'est un salaire qui a été vite donné pour un joueur qui n'a pas forcément... oui, il a montré des belles qualités, mais avec beaucoup d'inconstance. Ouais. Beaucoup d'inconstance. J'espère que ça répond un peu à la question de Sébastien qui disait comment une équipe qui s'est rendue en finale l'année passée peut couler aussi vite l'année suivante. Je pense qu'on a ciblé un peu tout. On a perdu des leaders. Weber, Perry, Stahl, Price. Les blessés. Oui. Perry blessé en début de saison. Gallagher blessé en début de saison. Voilà. Et le retour à la normale des divisions. Oui. Qui fait que c'est quand même assez différent. Et puis, éventuellement, peut-être que pour certains jeunes joueurs, c'est plus facile de jouer devant des tribunes vides, moins stressant que de jouer devant des tribunes pleines. Faut pas oublier les attentes aussi. Est-ce que le Canadien de Montréal avait une équipe pour se rendre en finale à la Coupe Stanley la saison dernière? Non. Non. Et donc, dans des divisions normales... Dallas avait plus de points qu'eux. Hein. Si tu mets les équipes au point, Montréal n'aurait pas fait les playoffs. Non, hein. Et même si tu avais mis les divisions normales, Montréal n'aurait pas fait les playoffs non plus. Donc, c'est sûr qu'en relativisant un peu tout, ils ont joué de chance, puis ça a été... Puis je l'ai vécu de loin, parce que j'étais en Suisse, évidemment, mais c'était un parcours de playoffs hallucinant, comme j'avais jamais vécu dans ma vie. C'était magnifique, c'était magique, mais l'équipe jouait au-dessus de ce qu'elle était. Et donc, c'est un peu... Et là, avec tous les départs de leadership et tout ça, ben, je pense que c'est un retour du balancier. On va parler DG maintenant parce qu'on a des questions dans le chat. Il y a Laurent Antonioli, qu'on salue d'ailleurs, un commentateur à MySports, un de nos collègues, qui nous demande, croyez-vous qu'une femme peut vraiment devenir nouveau DG du Canadien de Montréal avec la pression que ça demande? Laquelle, dans le monde du hockey, a le profil pour ce job? C'est une très bonne question parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait des femmes qui étaient considérées pour le job de directeur général ou dans ce cas-là, directrice générale. Danny, moi, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que moi, j'y crois pas vraiment. Et c'est pas une question de sexisme ou quoi que ce soit, mais une femme qui a l'étoffe et la feuille de route pour avoir le job de DG avec le Canadien de Montréal, je pense pas qu'il y en ait. Et s'il y en a, est-ce qu'elle va être qu'une porte-parole ou une traductrice pour Jeff Gorton ou si elle va vraiment avoir les rênes? Moi, je doute fortement. Je pense que ça serait plus un coup de pub qu'autre chose. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'une femme ou un homme, une femme est capable de supporter la pression. Je pense qu'il y a des femmes d'affaires et des femmes qui dirigent de très, très, très grandes entreprises et qu'il y a autant de pression, ça existe. Et je pense qu'une femme peut gérer la pression probablement tout aussi bien. Maintenant, la question qu'il faut se poser peut-être un peu différemment, c'est est-ce qu'il y en a une qui est prête aujourd'hui, prête un peu comme un joueur de hockey, hein, dans son développement personnel et puis sur le plan tactique, sur le plan technique et tout ça. Est-ce qu'il y en a une qui est prête à prendre le poste? Moi, j'en vois pas.
Ben là, je suis pas assez calé aujourd'hui. J'en connais qu'une, mais le nom, parce que je l'ai vu, j'ai lu l'article et tout ça. Alors, ça serait facile de donner juste son nom, mais ça serait pas suffisant parce que j'en connais qu'une. Alors, du coup, j'ai pas les. Je sais pas s'il y en a une qui est prête à prendre le bâton puis de dire et voilà. Après, moi, j'aurais sacrément peur, excusez-moi l'expression, j'aurais sacrément peur qu'on l'utilise comme pot de fleurs. OK? Et je trouve ça abominable. OK? Parce que on en a parlé un petit peu off tout à l'heure. On connaît des femmes qui ont énormément de succès dans le sport de haut niveau, de très haut niveau, professionnel, nord-américain, NFL, NBA, pour parler que de eux. Il y a beaucoup de femmes qui s'occupent de la gestion du personnel. Et quand je dis la gestion du personnel, je parle de psychologie, mental coach dans le baseball majeur. Il y a beaucoup de femmes qui s'occupent de ça, énormément. Hein? Et c'est des postes de premier plan. Et du coup, il y en a des femmes, c'est clair. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de postes qui ne sont pas forcément toujours mis en avant comme un DG à Montréal. Mais même pour un homme, un DG à Montréal, tu ne dors pas tranquille tous les soirs. Je peux te le dire. C'est clair, net et précis. Alors, je pense pas. Je pense qu'on n'est pas prêt. Nos mentalités ne sont pas prêtes. Mais c'est surtout, est-ce qu'il y a une femme qui est prête? Et là, c'est la question que je pose. Hein. Je dis pas ça avec une interrogation, dire je suis pas certain parce que je connais un peu vraiment le marché. Non, je ne le connais pas, le marché. Je ne peux pas savoir quelles sont les femmes qui ont les capacités et qui se sentent prêtes à prendre un poste de ce niveau-là parce qu'ils ne se sont pas affichés forcément, mais je n'ai pas la capacité de le dire. Mais de dire qu'une femme est capable d'avoir un rôle dans le sport professionnel et un rôle déterminant comme une entreprise internationale, moi, j'y crois. Mais à condition de le faire pour les bonnes raisons. Et Jeff Molson l'a mentionné aussi qu'il voulait amener une touche féminine dans son équipe. Et je pense aussi qu'il y a des postes, que ce soit de direction, de coaching, de scouting, qui peuvent être remplis de très belle façon par des femmes. Mais je pense que pour être DG dans la Ligue nationale, tu dois faire tes classes aussi. Et pour l'instant, quand on regarde les principaux candidats, c'est des gars qui ont fait leur classe, c'est des gars qui ont de l'expérience, c'est des gars qui sont passés par le junior, qui sont assistants DG, qui sont chefs de scouting, donc de repêchage pour des équipes de la Ligue nationale. C'est les principaux qu'on voit, c'est des gars qui ont mis le pied qui ont de l'expérience. Moi, j'aimerais voir une femme gagner de l'expérience dans un poste secondaire, assistant DG, recrutement, en charge d'une division de recrutement et tout ça. Peu importe, développement des joueurs, coaching, monter les échelons et ensuite on pensera peut-être à DG, mais avec des responsabilités, pas juste comme pot de fleurs, comme tu dis, mais vraiment, tu sais, sans vouloir manquer de respect à Florent Schilling, comme on a fait à Berne avec Florent Schilling. Oui, ben c'est pour ça. C'est-à-dire que, je répète pour que les choses soient bien compris, c'est que je souhaite qu'une femme prenne un poste de ce niveau-là pour les bonnes raisons. Ouais. OK? Pas des raisons politiques ou tout ce que tu veux, pour les bonnes raisons. Tu mets une femme là parce que c'est la personne qu'il faut, c'est la personne qui a le potentiel, qui a les capacités intellectuelles, physiques, techniques, tout ce qu'elle a, elle l'a. On la met là pour une bonne raison, c'est parce que c'est elle qui va nous faire gagner la Coupe Stanley. C'est tout. Après que ce soit une femme, un homme, une blanche, une couleur de peau, non, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est placer les gens aux bonnes places pour les bonnes raisons. C'est de regarder le CV, là, regarder le curriculum vitae, regarder l'expérience et enlever le nom en haut. Simplement y aller avec les compétences et pas le sexe. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a Simon qui demande votre sentiment sur le management à deux têtes à Montréal avec Gorton et un éventuel directeur général, GM. Est-ce que le management en français, c'est fini? Je trouve la question très intéressante de Simon parce que là, on peut faire un parallèle avec les Canucks de Vancouver parce que le Canadien de Montréal a congédié son directeur général, son chef du recrutement. Vancouver l'a fait quelques semaines après. On a fait exactement le même ménage. On a mis Jim Rutherford pour un peu par intérim. Et rapidement, on a dit, nous, on veut rapidement signer notre nouveau DG et rapidement se refaire une structure
parce que la date limite des transactions approche, parce que le repêchage de scouting se fait en ce moment. On doit déjà savoir vers qui on veut aller. Le championnat du monde qui va commencer. Le championnat du monde, c'est une très belle vitrine pour les jeunes joueurs. Alors que le Canadien de Montréal, eux, ont signé Jeff Gorton en disant VP des opérations hockey. Mais nous, on va prendre notre temps. Donc, est-ce que, Danny, ça veut dire que Jeff Gorton va prendre toutes les décisions et que le GM, le directeur général qu'on va engager va être un traducteur et un gars des médias en français? Ou s'il va vraiment avoir une responsabilité dans un management à deux têtes où les deux têtes peuvent prendre des décisions? Non, Gorton, c'est pas le personne qui va donner un morceau de gâteau et qui va couper son morceau de gâteau en deux et qui va le partager. Je ne crois pas. Il ne donne pas l'impression de quelqu'un qui a envie de partager quoi que ce soit. C'est pour ça que j'espère qu'on ne va pas aller chercher un gars comme Daniel Brière, par exemple, qui est francophone, les gens connaissent bien à Montréal et que ça pourrait bien passer. Et du coup, on laisse passer la pilule. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Gordon, il peut faire le boulot. Il va faire le boulot. Aujourd'hui, je me concentrerai beaucoup plus sur le recruteur en chef. C'est ça qui presse un plus. Là, oui, il y a le feu au lac. Parce que Gordon, lui, en ce moment, il est en train de bien réfléchir et faire l'évaluation de tout son produit. Qui vaut quoi sur le marché? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Pour après Noël, il va y avoir des échanges pour aller récupérer. Mais là, aujourd'hui, il y a le championnat du monde. Il faut refaire les listes. Le recrutement, enfin, pas le recrutement, mais le repêchage 2022, il y a du très, très bon produit. Il y a du très bon produit. Va repêcher très tôt. Et les Canadiens, ils vont repêcher tôt et beaucoup. Enfin, pas mal. Ouais. Ils ont quelque chose à faire d'intéressant. Et en même temps, cette année, on peut aller facilement sur la 3e, 4e ronde. C'est-à-dire que ça peut être très intéressant, au moins jusqu'à la 3e, 4e ronde. C'est-à-dire qu'il ne sera pas illusoire de dire qu'un gars qui est repêché en 3e ronde puisse faire l'équipe. Il y a vraiment du bon produit, il y a des bons joueurs de hockey, il y a une belle promotion 2022. Après, à savoir qu'est-ce que les équipes veulent, un centre, ailier, droitier, gaucher, gardien, défense, attaque. Ça, tout le monde sait que, voilà, qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'ai bien hâte de voir si, par exemple, parce que Mathieu Darche, son nom revient beaucoup, si on décide d'aller vers un Mathieu Darche, évidemment, ça sera ses premières expériences comme GM. Peut-être que à ce moment-là, tu vas avoir un Jeff Gorton qui va jouer un peu un rôle de mentor, qui va l'accompagner dans ses premières années et ensuite le laisser un peu prendre toutes les décisions. Pour faire un peu un parallèle à Brendan Shanahan à Toronto, qui était très présent ces premières années, qui était aussi coaché par Lou Lamoriello. Lou Lamoriello s'est retiré. Shanahan était vice-président des opérations hockey, a mis son DG et là laissait Kyle Dubas vraiment prendre ses décisions. Lui est là pour accepter comme à ses responsabilités à lui. Comme première décision, il a viré Babcock, ça va? Oui. Mais ça revient à tes DG. Tu mets les hommes que tu veux en place. Tu remets ton coaching staff à toi. Quand il y a un changement à l'étage supérieur, habituellement, les étages inférieurs, ils touchent aussi. Mais écoute, ce sera très intéressant à suivre quand même les prochains mois du Canadien de Montréal. C'est pas la dernière fois qu'on en parle, j'ai l'impression, Overtime NHL. Il y a Sébastien, rapidement, qui demande que pensez-vous de la loterie de la draft? Ouais, c'est juste pour mettre un peu de piment sur les derniers puis que les matchs soient, entre guillemets, truqué, c'est-à-dire qu'une équipe laisse aller complètement pour vraiment finir dernier jusqu'à la fin. C'est uniquement ça. Hein? Ouais. C'est juste pour créer un petit challenge, un petit challenge entre les équipes de dernière position. Et voilà, c'est juste ça. C'est pas. Ouais, c'est pour éviter de jouer pour perdre parce que tu n'as aucune assurance de repêcher premier, tu as des possibilités, tu as des pourcentages, mais jusqu'ici, ça a quand même bien équilibré les choses. Mais ça évite justement de faire des Oilers d'Edmonton du temps là, de vouloir absolument le premier choix, donc de perdre. Même chose pour les Blackhawks de Chicago, je crois jadis, qui avaient fait ça aussi. Donc voilà. Dernier sujet qu'on va aborder, les Jeux olympiques, parce qu'évidemment, c'est un des sujets chauds pour l'instant. La Ligue nationale qui, dans son calendrier, a la pause olympique. Mais là, Danny, on voit quand même beaucoup de reports de matchs en raison de la COVID-19. C'est les joueurs techniquement qui doivent décider selon la Ligue nationale s'ils y vont ou non. Mais il y a beaucoup de joueurs là, qui semblent réticents parce que s'ils contractent la COVID là-bas, c'est 5 semaines pas payées
en quarantaine en Chine avant de pouvoir recommencer à jouer avec leur équipe. Ça commence à être coûteux. Est-ce que tu crois encore que la Ligue nationale va aller aux Jeux olympiques? Bon, il y a déjà les 5 semaines en Chine, puis après, suivant ce qui se passe dans ton pays, tu as la quarantaine chez toi. Ça commence à faire long. Ça commence à faire long. Alors, c'est vrai que c'est les joueurs qui doivent décider, mais il faut faire attention. La NHL a contractuellement jusqu'au 10 janvier pour dire oui ou non. Et après le 10 janvier, ils ont le droit de dire qu'on n'y va pas, mais ça va coûter cher. C'est-à-dire qu'il y a un système de frais à payer. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs de la NHL, au niveau des assurances, j'ose même pas imaginer le prix des assurances que ça va coûter pour un joueur il lui reste 6 ans de contrat à 8 millions par année. Ça va être compliqué. Alors, pour les joueurs de la NHL, plus ça va, plus je commence à me dire que ça va devenir compliqué. Très compliqué. Surtout qu'il y a beaucoup d'équipes là qui sont vraiment touchées. Boston qui est touché avec Bergeron et Marchand. Les Prédateurs vont jouer ce soir avec des joueurs de la AHL et le staff de la AHL. Les Flames de Calgary qui ont 4 matchs remis. Vancouver, non, c'est Ottawa, pardon, qui a été touché ultérieurement. Alors, ça fait beaucoup de matchs à reprendre. Ouais. Alors, mais là, il y a un problème qui vient d'être mis et c'est Karpenlov, l'entraîneur russe, qui l'a mis sur la table. C'est dit, attention, là, vous êtes bien gentil, vous, de dire que les joueurs de la NHL sont un petit peu réticents, mais vous oubliez quand même que les joueurs européens, ils commencent à l'être aussi. Alors, attention, là, si vous défendez les intérêts des joueurs de la NHL, il va falloir quand même défendre les intérêts des joueurs, parce que moi, je vois mal, je sais pas moi, un joueur de Fribourg-Gotteron qui part avec son équipe nationale au JO et qui est 5 semaines pris en Chine. David Dernay, par exemple? David Dernay avec le Canada, ça pourrait être une option, là? Ça pourrait être une option. C'est un gros manque, là, si tu le perds pendant alors 5 semaines. 5 semaines, quand tu reviens des Olympiques, tu arrives jusqu'à la fin de la saison. Hein? Ouais. Alors oui, on parle des joueurs l'autre côté, mais là, je pense qu'à un moment donné, on va parler du monde de hockey. Ouais. On est loin de. Non, c'est pas fini. Hein, c'est un sujet qui est aussi brûlant. Il va devenir aussi brûlant que le sujet du Canadien de Montréal. Ouais. Et Sébastien qui demande que pensez-vous de la présence de l'équipe de Chine aux Jeux olympiques? Évidemment, parce que l'équipe hôte, habituellement, a son équipe dans la compétition. Je pense qu'ils vont trouver ça long comme tournoi, les Chinois. Non, là, ça fait 2 ans qu'ils ne jouent pas. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas fait un match et puis ils ont fait Kunlun en KHL pour essayer de former des joueurs chinois, mais ça n'a pas été une réussite totale. Non. Alors du coup, ça va être un désastre, ça va être dangereux. Ça va être bon pour les statistiques de certains joueurs. Les joueurs non, mais là, le champion compteur des JO compte plus, hein, t'oublies. Non, hein, ça fait aucun sens. Et, non, je pense que c'est même pas drôle. Alors, je comprends, hein, je comprends l'esprit des Jeux olympiques, je le comprends, je peux vivre avec ça. Mais puis en plus, on sait très bien que là, il y a beaucoup d'argent en jeu. Ouais. Beaucoup d'argent en jeu. Il y avait une question également là, que j'avais pas prise de Kevin Buffard qui nous demandait Carey Price va-t-il rester, en parlant du Canadien de Montréal, sinon où pourrait-il atterrir, avec quels objectifs? Moi, je fais le parallèle un peu avec les Jeux olympiques. J'ai l'impression que si le Canada allait aux Jeux olympiques, peut-être que son retour aurait été peut-être pas plus rapide, parce que là, Carey Price, il faut le dire aussi, il recommence à zéro. Là. C'est même avant le camp d'entraînement. Là. C'est la remise en forme, le camp d'entraînement qu'il doit faire, ensuite commencer à garder des matchs. Mais je pense que lui, c'est très bien que ça aurait pu être sa dernière occasion d'aller aux Olympiques. Les joueurs habituellement qui aiment représenter leur pays, peut-être que la vitesse aurait... Peut-être qu'il aurait voulu pousser un peu plus pour aller aux Jeux olympiques, j'en sais rien. Mais là, si en plus les Jeux olympiques n'ont pas lieu, je pense qu'il va prendre tout le temps nécessaire avant de revenir. Danny, est-ce que tu penses qu'on va le revoir un jour dans l'uniforme du Canadien de Montréal? Ben, on est obligé de dire oui, parce que pour être capable de le mettre sur le marché, il faut qu'il prouve à tout le monde qu'il peut revenir et gauler à son meilleur niveau. Ouais. Et si le Canadien de Montréal veut être capable de le mettre sur le marché, ils doivent le préparer et aussitôt qu'il va être capable de gauler, on va le mettre à profusion dans le but pour montrer à tout le monde que ça va l'heure. Qui est prêt et qui est en santé physiquement, mentalement et tactiquement. Alors ça, oui, on va le voir. Ça, c'est une certitude. Il va être impossible d'échanger Carey Price
sans qu'il est revenu sur la glace à 300%. Ça, c'est clair. Mais il va partir avant la date butoir. Oui, il va falloir que le Canadien retienne du salaire. Il va falloir... Mais moi, j'ai l'impression qu'on va s'asseoir avec Carey Price et on va lui dire est-ce que tu as des destinations? Est-ce que tu veux partir? Je pense que ça va être le choix de Carey Price. En principe, c'est déjà écrit aussi. sur son contrat. Oui, mais je pense que c'est quand même un gros morceau. Il y a Steve Huard qui dit Carey, c'est fini et dire que c'était l'époque de notre plus bel amour. Donc voilà. Pauvre Steve, je suis désolé, Steve. Mais évidemment, si on. Il va faire pleurer tout Montréal. Mais si on y va dans une reconstruction, c'est normal qu'on dise au revoir à Carey Price parce que lui, premièrement, je pense pas qu'il veut vivre une reconstruction qui peut s'annoncer très longue avec le Canadien de Montréal. Je pense que pour certaines équipes, après ça, c'est difficile de voir quelle équipe peut se permettre un Carey Price. L'Avalanche du Colorado, les Oilers d'Edmonton. Ben, ça va dépendre de comment Montréal va pouvoir négocier puis combien ça va coûter à Montréal. Ouais. Hein? Mais Suivant ce que ça va coûter à Montréal, ça va coûter à l'équipe adverse et l'équipe adverse, au niveau du salary cap, va être capable de jouer avec. Ouais, peut-être que le Canadien... Ça dépend aussi des équipes qui vont être en difficulté au niveau des gardiens, des équipes du haut qui veulent aller loin dans les playoffs puis qu'il leur arrive une bourde avec leur gardien numéro 1, par exemple. Tu vois? Parce que là, je pense que Boston est en train de travailler tranquillement avec Rask, tu sais, ouais. Un peu comme ça. Bon, je sais pas. Il faut attendre de voir un peu plus clair mi-janvier, fin janvier. Mais peut-être que le Canadien va dire, nous, on retient du salaire, vous nous donnez un mauvais contrat dans votre équipe et soit un très bon jeune ou un choix de repêchage ou les deux, puis on vous donne Carey Price. Reste à voir, mais Carey Price a beaucoup de valeur. Ben Sherratt a beaucoup de valeur. Il est en fin de contrat. Brendan Gallagher, bon, j'en parlais justement avec Steve avant d'être en onde. Oui, il peut avoir une valeur, mais pour moi, c'est un joueur qui gagne beaucoup trop cher pour ce qu'il peut offrir. Reste à voir Jeff Petrie a de la valeur. Ben là, Petrie vient d'annoncer qu'il voulait partir. Hein. Oui. Et surtout si Carey Price et Jeff Petrie sont très proches dans la vie. Dans la vie intime. Je pense que si un des deux part, je pense que l'autre va partir aussi. Quoi qu'il en soit, évidemment, on va faire une émission rendue là sur la date limite des transactions. Danny Gélina, c'est ce qui va conclure notre Overtime NHL. On a fait beaucoup plus long que je pensais, mais c'était hyper intéressant de t'avoir. On va évidemment te réinviter un peu plus tard cette saison. Merci à tous dans le chat d'avoir participé. C'était notre dernier épisode avant le temps des fêtes. On va reprendre tout ça donc au début du mois de janvier. Prochain épisode dans 3 semaines. On va prendre une petite pause durant le temps des fêtes. Donc, évidemment, toute l'équipe de MySports et d'Overtime NHL vous souhaite de belles fêtes. Soyez prudents sur les routes. Profitez bien et à bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye.